Effectivement, je suis Karcher, je suis ingénieur électricien et j'ai un MBA. J'étais chez 25 ans chez Logitech comme directeur IT et qualité Europe, puis vice-président du développement de produits pour 400 personnes, 6 différents sites, et j'étais en particulier responsable de différents sites suisses. Avant ça, j'étais chez des sociétés comme Hewlett Packard. Alors ça, c'était on voit les différents produits, vous connaissez les webcams, les souris, toutes sortes de produits, ça c'était mon monde. Et clairement, aujourd'hui, mon monde, il a changé. J'ai quitté Logitech il y a quelques années et j'avais envie de redonner mon expérience en termes d'innovation et en exécution au travers de ces sociétés InnoExec, innovation exécution. Et je redonne en salle de cours, que ce soit essentiellement des exécutifs MBA, que ce soit en Suisse ou à l'étranger, que ce soit en Romandie ou en Suisse centrale où j'habite. Et je m'occupe aussi de coaching, d'incubateurs et de start-up. Je donne en salle de cours ce vécu, mais je donne aussi aux sociétés. Et que ce soit des start-up, des PME, des multinationales, des sociétés aussi différentes que des robots d'école, que des fonds de pension, en passant par des cigarettes électroniques ou des grandes banques suisses, eh bien, je me rends compte que toutes ces sociétés-là, ou en tout cas les business qui m'ont demandé de venir les aider, font face à des situations stratégiques finalement très similaires à Logitech. Et donc, je ne suis pas du tout un consultant au sens classique, je ne veux pas aller aider les automarqués et autres à créer des nouveaux développements, je vais les aider uniquement en racontant mes histoires. Et en fait, ce soir, j'aimerais vous raconter 4 histoires qui me tiennent à cœur. La première histoire, donc ce sont des histoires d'intrapreneuriat, puisque Frédéric va vous parler d'entrepreneuriat. Donc la première histoire, c'est le fameux entonnoir d'innovation. Beaucoup d'idées qui peut-être se bousculent au portillon, et à la fin, eh bien, il y a quelque part des idées qui émergent et qu'on va développer et qu'on va amener au bout, que ce soit sur le marché ou que ce soit dans le cas d'un service interne aux utilisateurs internes. Alors, pour moi, la question de base, c'est comment est-ce que je peux amener l'innovation de bas vers le haut. On voit en bas ici des gens qui sont debout, qui s'agitent, qui réfléchissent, qui pensent, et on voit en haut des gens qui sont assis, qui réfléchissent, qui décident. Et quelque part, j'étais un d'entre eux, et j'aime bien quelque part cette différence de posture, ça fourmille en bas, et quelque part en haut, eh bien, il y a la lourde responsabilité de prendre des décisions. Comment est-ce que je peux faire monter ces idées vers le haut? Eh bien, j'aimerais vous parler de quelque chose qu'on a tatillonné pendant des années, et finalement, ce techno-bazar est quelque chose qui nous a vraiment libérés, qui nous a permis à Logitech de trouver un moyen, parmi tant d'autres, mais un moyen qui a fonctionné pour nous. Et imaginez-vous, habitat jardin, ou bien une grande foire dans laquelle vous avez des stands, différents stands, et vous avez des personnes, des ingénieurs peut-être, mais pas forcément que des ingénieurs, qui viennent expliquer, qui viennent pitcher leur idée de produit, leur idée de service, leur idée de processus. Ils vont le pitcher et on va faire tourner les différentes équipes devant ces stands, et ces équipes vont donner du feedback, vont avoir un dialogue, vont pouvoir approfondir. Parfois, on voit quelqu'un de l'équipe du centre à côté qui vient prendre connaissance de ce qu'a fait le voisin, la voisine, et puis, ensemble, ils arrivent à aller plus loin. Donc ça, c'est la forme que ça a pris, et ça a mis des années, quelque part, à se mettre en place. Et des idées peuvent être aussi les nouveaux standards. Si vous avez, je prends l'exemple très technique, vous avez une nouvelle prise USB-C qui est totalement différente de
celles qu'on connaît, eh bien, qu'est-ce que cela veut dire pour nous, pour une société comme Logitech, si vous regardez les innovations dans les standards, les nouveaux standards qui existent dans le domaine de l'énergie, qu'est-ce que ça veut dire comme opportunité pour la société dans laquelle vous êtes? Si vous avez des blockchains et autres, ça veut dire quoi pour les assureurs? Voilà autant d'opportunités. Ce n'est pas que de l'invention technique. Et pour moi, il y a aussi une chose importante. On est peut-être en Suisse, mais si on crée des produits et des services pour le monde entier, je crois que c'est très important d'être sensible aussi à ce qui se passe ailleurs. Et dans ce cas-là, eh bien, les technobazars étaient largement aussi en vogue en Asie. On a fait marcher en Suisse, on a fait marcher ici à Taïwan, et ça a permis aussi d'avoir une autre sensibilité, notre culture, notre coloration à ces idées, et c'est quelque part cela aussi qui fait la richesse. On est sorti de notre carcan confortable de Suisse romande. Alors, clairement, il y a des technologies qui sont des nouvelles opportunités. Dans ce cas-là, quand vous faites des souris, des claviers sans fil, eh bien, la gestion du power, la gestion de la puissance, de l'autonomie de ces produits-là, c'est quelque chose qui est très important, c'est quelque chose qui est comment dire, apprécié et vécu par le client, hein, qui n'a pas eu hein, des problèmes avec sa souris, son clavier, qui sont brusquement sans fil, sans énergie, ou avec son device de présentation, on rappelle, qui n'a plus de pile et avec lequel on ne peut plus présenter. Donc, les nouvelles technologies dans ce domaine-là sont clairement des opportunités à discuter. On peut aussi intégrer plusieurs technologies ensemble et on voit déjà des post-it verts qui viennent se coller sur les grandes posters qui quelque part, résument de quoi on parle. Et ces post-it verts, ce sont des feedbacks. C'est écrit. Ça me plaît beaucoup, j'aime beaucoup cette idée-là. Est-ce que je peux l'avoir à un coût qui est 3 fois moindre? À quelle échéance? Est-ce que je peux l'avoir plus petit? Est-ce que Donc, il y a du feedback qui est là, et ça, ce feedback-là, c'est de l'or. Et ce qu'on voit aussi, c'est que ici, on voit Steve Harvey, c'est un ingénieur. Eh bien, des ingénieurs ou des gens techniques vont se mettre à pitcher une idée, pitcher comme un investisseur. Et ça fait une différence incroyable. Si vous avez une personne technique qui va s'exprimer en termes techniques, avec ses acronymes, avec tout le jargon technique, eh bien, il sera peut-être compris, ou elle sera peut-être comprise par les personnes qui travaillent directement avec les collaborateurs directs. Mais lorsqu'il s'agit de présenter à la direction, à des personnes qui sont d'un autre bord, eh bien, il faut s'adapter à leur compréhension, à leur langage, exactement comme une start-up s'adapterait à un investisseur. Cette partie-là est clé. Il ne faut pas seulement parler, il faut aussi écouter le feedback. On voit ces post-it qui se collent, et ces feedbacks, comme je l'ai dit avant, sont absolument essentiels parce que quelque part, ils témoignent d'un intérêt réel, voire d'un intérêt à aller plus loin. Et clairement, et là, je sais bien qu'on est en période compliquée de pandémie, on peut faire des tas de choses avec Zoom, aujourd'hui. C'est quand même pas évident d'aller essayer, toucher, sentir quand on fait des produits physiques. Et on se réjouit vraiment qu'il y a cette possibilité-là qui existe depuis quelques jours à présent. Ça permet aussi de donner un contexte. C'est-à-dire, on ne laissait pas seulement un produit, on laissait un produit dans son application, on ne laissait pas seulement un petit bout de software, on regarde un petit bout de software qui s'intègre dans une expérience. Et quelque part, comme je l'ai mentionné avec la personne qui est à droite, de Sophie, il est en train de prendre tous ses post-it, il les prend avec lui parce qu'il y a peut-être des choses sur lesquelles il va pouvoir directement travailler, directement améliorer et peut-être au prochain Technobazar dans 2 mois, dans 3 mois, eh bien, ces feedbacks-là vont pouvoir être implémentés. Alors, beaucoup d'idées, certes. Parfois, on avait jusqu'à une centaine d'idées dans un de ces Technobazars, hein, dans les périodes qui étaient bien lancées.
Et puis, il faut quelque part voter, où il faut trouver, il faut sélectionner mes idées. Alors, le vote, effectivement, pourquoi pas? On est en Suisse, c'est facile de donner à chacun des petites pastilles et puis d'aller compter les pastilles à la fin. Et puis, de façon objective, on se rend compte que le premier, eh bien, il a eu 21 malheureux votes, alors que le troisième en a eu 198. Devinez quelle est l'idée que je serais enclin à poursuivre. C'est clairement celle-là, les Minimum Obligation, et en fait, c'est un produit qui a vu le jour par la suite. Alors, ça, c'est une façon de sélectionner. On verra après que ce n'est peut-être pas forcément la meilleure. J'aimerais parler maintenant de ma deuxième histoire d'Innovation. Mais en ça, je prends volontiers une ou deux questions qui sont brûlantes. Comme ça, on est dans le chapitre. Bon. Est-ce qu'il y a des questions? Allô, allô? Est-ce qu'il y a des questions? Pour l'instant, il y a… Ah oui. Alors, par exemple, j'ai une question. Est-ce que tu la vois? Quand prenez-vous en compte l'utilisateur? À quel moment tu prends en compte l'utilisateur? Mais j'ai l'impression que cette personne est déjà un quart d'heure en avance sur mes slides. C'est très bien, on va en parler dans peut-être un quart d'heure. Ah, j'ai une autre chose qui vient de Nicolas et qui est dit un techno-bazar. À quelle fréquence? Alors, c'est la fréquence en fait qui est dictée par la constante de temps, si on parle en termes physiciens, la constante de temps de l'entreprise. Est-ce que c'est une entreprise avec une vue à 10 ans, à 15 ans, comment dire, les changements se font à un rythme trisannuel ou tous les quinquennats? On peut très bien imaginer un techno-bazar toutes les années. Dans un des business qu'on avait, c'est un business qui allait extrêmement vite, c'est le business de la mobilité. On a créé des accessoires pour l'iPad, c'est des techno-bazars, ça se faisait tous les 6 semaines. D'accord? Ça dépend vraiment de la constante de temps du business en question. OK. Merci. Est-ce d'autres questions urgentes ou d'autres questions? Dernière question urgente, et puis après je continue. D'autres questions brûlantes? 3 fois? 2 fois? Non. Alors, la deuxième histoire d'entrepreneuriat que j'aime beaucoup, c'est ce produit-là, et peut-être certains d'entre vous s'en rappellent. C'était un stylo digital qu'on avait appelé l'IOPEN et qu'on voit ici devant sur votre caméra. Et device, appareil assez complexe, si vous pouvez le voir, elle est plein d'électronique. Et ce stylo digital, c'était quelque chose d'assez révolutionnaire en son temps. On parle de largement avant l'apogée, on parle de 2004, hein, on parle bien avant de l'apogée des tablettes et de l'iPhone et des Android Phone. C'est un stylo qui permet de capturer tout ce que vous écrivez sur un papier, un vrai papier, donc c'est un vrai stylo qui peut écrire, et tout ce qu'on capture sur un papier est stocké dans ce stylo jusqu'à temps que vous le transfériez à votre ordinateur, peut-être toutes les semaines, quelque chose comme ça. Donc, ça marche comment? C'est génial. Vous écrivez un A sur en fait un papier qui est spécial. C'est un nuage de points, avec chaque point qui est positionné différemment, et ce qui fait qu'on sait exactement où se trouve le A, la barre du A par rapport à ces points-là, et donc, à coup de caméra, de processeur, de mémoire, et Dieu sait quoi, on arrive à quelque part stocker l'écriture dans cet appareil. Et on peut stocker, je pense, 2 bons cahiers complets de 100 pages, sans recharge, sans recharge de batterie et sans décharger non plus ce qu'on a capturé. Et, cerise sur le gâteau, vous le voyez à droite de l'écran, vous pouvez, si vous écrivez bien, vous pouvez même envoyer vos idées écrites à la main, manuscritement, vous pouvez l'envoyer dans un email, vous pouvez le mettre dans une base de données. En fait, il y a pas mal de choses vraiment intéressantes qu'on peut s'imaginer et qu'on sait imaginer, nature, on peut même imaginer de
reconnaître cette écriture et d'avoir directement des caractères ASCII comme on connaît. Alors, la grande question, c'est est-ce que ça a marché? Et la réponse est clairement non. C'est un flop. C'était un flop absolument retentissant. Et j'emporte la responsabilité, la paternité. Et je dois dire que c'était 2 millions de dollars de développement qui ont été quelque part, qui sont envolés, qui ont disparu, parce que tous les gens qui l'ont acheté, ils ont soit retourné, soit ils ont été polis et ils ont arrêté de l'utiliser au bout de 2-3 semaines. Donc, vous pouvez voir très bien, d'après les fréquences de téléchargement, que eh bien, c'était tombé dans un tiroir, c'était plus utilisé. Les commentaires, quand vous avez 3 étoiles sur 5, vous avez un produit qui est mort. Et absolument, tout ce qui est en dessous de 4,5, c'est mort. Donc, c'était un flop retentissant. Et la grande question qu'on peut se poser, c'est pourquoi? Alors, je ne suis pas en salle de classe, je vais la faire courte, mais dans les grandes lignes, vous l'avez deviné, c'est une technologie dont j'étais amoureux, dont Logitech était amoureux, dont mes ingénieurs étaient amoureux. On n'a pas compris pourquoi on prend des notes. Quelqu'un parlait avant de validation avec des clients externes, des clients internes. On ne nous a même pas demandé pourquoi est-ce qu'ils prennent des notes. En ce qui me concerne, je prends des notes pour mémoriser. Dès que j'écris quelque chose, je peux déchirer le papier, je peux jeter, c'est dans ma tête. D'autres reviennent religieusement sur leur carnet de notes il y a 10 ans, ils disent Yves, tu m'as dit à l'époque que. Voilà. Voilà. Donc on n'a rien compris au preneur de notes. On n'a même pas validé, une fois qu'on avait un proto, comme celui-là, on n'a même pas validé avec les auteurs. On aurait pu même valider l'idée, sans même commencer à créer le produit. On aurait pu parler de l'idée, la valider directement avec les gens, et on l'a ignoré, on ne l'a pas fait. En plus de ça, cerise sur le gâteau, on a créé des attentes non atteignables. On a dit, si vous écrivez bien, on peut reconnaître l'écriture et vous pouvez écrire un email directement avec votre stylo. Alors évidemment, les gens ont essayé d'écrire très bien, ça a toujours marché. Après, à peine qu'ils avaient repris leur écriture normale, eh bien, ça n'a plus du tout fonctionné. Et pourquoi avoir créé cette attente alors que finalement, les gens étaient très contents de pouvoir envoyer leurs petits dessins, leurs petits esquisses directement. C'était un produit que on a créé comme une souris, comme un clavier, comme une webcam. Des choses que je savais bien faire. Et on l'a non seulement développé comme ça, mais en plus on l'a vendu comme ça. Donc on l'a mis dans un package retail et on l'a posé chez un retailer, chez un MediaMarkt, à la Fnac et ailleurs. Et c'est un package qui dit style digital. Ça permet de calculer tout ce que vous écrivez et vous pouvez stocker. Achetez-moi. Alors les gens qui ont confiance en la marque l'ont acheté. Comme on appelle les early adopters, ils l'ont acheté. Mais franchement, les vendeurs de MediaMarkt et autres ne comprenaient pas ce produit. C'était compliqué, ce n'était pas évident. Est-ce que ça s'applique ou pas? Quelqu'un disait, moi je suis infirmière, est-ce que je peux utiliser ça dans l'hôpital? Le vendeur de MediaMarkt disait, c'est pas, moi j'ai jamais essayé, je sais pas. C'était très difficile à expliquer et à vendre en retail. Parce qu'on a pris ce même modèle d'affaires que le business. Alors, ici, clairement, on avait voulu créer du changement, mais notre situation initiale était totalement connue. La situation initiale étant celle où les gens prenaient des notes à la main. Mais tout ça, c'était des contributeurs à l'échelle de la européenne. Il y avait aussi la taille. Que vous écrivez avec un stylo qui est grand comme un marqueur, eh bien, quand même, au bout d'un certain temps, vous avez assez. Mais la raison principale, c'est que nous voulions innover pour innover. Et là, c'est là que j'ai gaspillé allègrement ces 2 millions de dollars. J'ai présenté ma démission à Daniel Borel, qui a aimablement refusé en disant on vient juste d'investir 2 millions de dollars en trading en ce qui concerne, donc non, nous n'acceptons pas cette résiliation. On parle ici de management bienveillant. On a entendu ça avec Christophe Astéoreux il y a quelques semaines. C'est exactement ça. Il y a une énorme bienveillance. On a essayé très fort, mais ça n'a pas fonctionné.
Et c'est ce genre d'échec que j'aimerais partager avec vous pour pas que vous tombiez dans cette même trappe dans laquelle je suis tombé. Mais c'est évident que vous n'y tombiez pas parce que vous avez déjà vu toutes les présentations euh, du forum. Et en plus, vous avez été certainement à la pointe lorsqu'il s'agit d'interviewer et de comprendre les clients. Avant que j'aille plus loin, est-ce qu'il y a une question qui est brûlante? Question brûlante, question brûlante. Après le techno-bazar de Nicolas, est-ce qu'il y a des questions? Donc, vous voyez, le Digital Pen, il est né dans le Techno-Bazar. Tout le monde dit, ouais, c'est une bonne idée, c'est vivant. Vas-y, vas-y, fonce. Donc, c'est né dans le Techno-Bazar. Donc, quelque part, ça, c'est une limitation du Techno-Bazar. C'est que c'est très sympa pour monter des idées, mais on n'est pas à l'abri d'un œil open, à moins qu'on fasse les bonnes choses. Donc, je vais y venir. On a parlé avant de comment est-ce qu'on choisit dans un Techno-Bazar ses meilleures idées. Et on a vu que d'aller estimer le potentiel avec, par exemple, des petits points, des petites parties, c'est une possibilité là. Hein. Et puis, si je regarde cette matrice, potentiel versus défi, hein, c'est la matrice de Where to Play de Mark Gruber, eh bien, on pourrait mettre toutes ces idées-là sur cette matrice et dire, ah ben tiens, l'idée A est peut-être plus intéressante que l'idée I, mais moins intéressante que l'idée C. Par contre, l'idée C, elle est drôlement difficile à faire. Et en fait, la nature humaine fait que c'est plus facile de voir les positions relatives des idées que de dire, eh bien, la net present value de l'idée A, elle est de 2 350 000 $. Parce que ça, je n'y crois pas. J'ai arrêté de croire à chiffrer l'innovation à coup de net present value, à coup de weighted average cost of capital. Je n'y crois pas parce que ce sont des produits disruptifs qui n'existent pas. C'est totalement impossible de pouvoir estimer de façon suffisamment précise quelle est la réussite sur le marché. Alors, moi, ce qui m'intéresse beaucoup ce soir, c'est aussi de partager avec vous, c'est comment est-ce que j'ai estimé ce potentiel et comment est-ce que j'ai estimé ce défi pour qu'à la fin de la journée, je puisse choisir. Et par exemple, je puisse choisir en disant, eh bien, moi, l'idée qui me plaît, si je peux en faire qu'un seul, je fais l'idée G, c'est la priorité numéro 1, parce que c'est une mine d'or, c'est relativement peu de défis et ça a un très bon potentiel. Et je peux aussi dire, si je peux en faire deux, ben, je prendrai l'idée J, parce qu'elle m'intéresse beaucoup, elle est très difficile à faire, mais peut-être j'aurais dû prendre l'idée A. Donc, on commence à avoir ces discussions et à bouger ces post-it et on commence à négocier et à comprendre. Mais le but de la chose, c'est de sortir cette liste de priorités, de dire si on peut en faire qu'une seule, si on peut faire que deux, si on peut faire que trois. Et à un moment donné, on sait que, attends, stop, la société, elle ne peut pas faire plus que tant. Il y a ce qu'on appelle une ligne rouge. Si on fait plus loin que ça, ça veut dire qu'on est overcommitted. C'est illusoire de dire qu'on va tout faire. Faisons 2, 3, 4 choses bien, plutôt que d'en faire, que d'annoncer, que de claironner partout. Oui, oui, on va y aller, we're going to do our best. Ça, c'est la chose que j'ai entendue, je ne sais pas combien de fois, et quand quelqu'un me dit we're going to do our best, en gros, ce que je comprends, je n'y compte pas, c'est impossible, mais je te réponds poliment. Alors, l'idée pour moi, qui est fondamentale, c'est que je dois gérer un ingénieur. Je dois gérer un groupe de développement. Eh bien, je dois savoir quelles sont les priorités sur lesquelles je me focalise. Et pour pouvoir se focaliser, eh bien, je dois pouvoir sélectionner. Eh bien, je dois sélectionner en connaissance de cause, le potentiel et le défi. Et ce que j'aimerais faire maintenant, c'est passer à travers une autre histoire qui permet peut-être d'aller estimer le potentiel. Et j'aimerais prendre une troisième histoire d'entrepreneuriat. C'est l'histoire de présentation. Actuellement, vous êtes dans une présentation, même si elle est virtuelle, je crois qu'il y a des gens qui sont en présentiel, c'est super. Et vous pouvez imaginer combien de présentations virtuelles ou présentielles se déroulent dans le monde entier, dans les différents endroits, à différentes heures. Il y en a vraiment énormément. Et il y a aussi énormément de dispositifs de présentation. J'en ai mis quelques-uns ici. Vous en utilisez certainement pour d'autres.
Il y a beaucoup de ces dispositifs de présentation qui vous permettent d'aller en avant, en arrière, de pointer avec un laser, de montrer ce qui se passe. Donc, oui, il y a beaucoup de ces dispositifs de présentation et Logitech, quelque part, en a fait un. Et à droite, vous voyez ces espèces de bananes bleues. Eh bien, pourquoi est-ce que cette banane est bleue? C'est parce que c'était le premier produit presenter que Logitech a fait. Et en plus, il était Bluetooth. Et donc, bleu. Donc, j'ai été très fier. On a mis ce produit-là sur le marché. C'était en fait une souris. C'était une souris qui était non seulement une souris, mais qui était dotée de fonctions de présentation. Donc, vous aviez un mode, le mode souris, dans lequel vous faisiez votre présentation, votre travail tous les jours. Eh bien, vous ne preniez avec vous en voyage chez le client qu'un seul produit. Vous preniez votre device de présentation et ça pouvait servir à ce moment-là comme outil de présentation. Il suffisait d'aller mettre le mot présentation. Imaginez quelle était l'histoire, quelle était la suite de l'histoire. Mais avant cela, ce que j'aimerais vous parler, c'était ces deux choses qui sont relativement connues, qui sont les fêtes. Les fêtes, c'est les questionnaires. On envoie des questionnaires à 1000 personnes. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est le classique. Après, vous pouvez aller sur Amazon et vous voyez tout ce que les gens disent et qu'ils racontent dans les forums. Et à la fin, vous en lisez 100, 200, 300, vous tombez toujours sur la même chose. Vous tombez sur des fêtes. C'est très facile, finalement, ou c'est relativement facile à obtenir des fêtes. Et quelque part, ça confirme ce que vous pensez. Mais bien sûr, c'est juste. Ça, c'est quelque part la réaction que vous avez faite. De l'autre côté, et je n'ai pas réussi à trouver le mot en français, les insights. C'est des révélations, enfin, c'est un peu religieux, je ne sais pas. Donc, j'appelle ça les insights. C'est en fait les observations, les discussions, les empathies avec les clients qui permettent, quelque part, de révéler un aspect du client, de la cliente, qui est souvent pas exprimé et qu'en fait, on arrive à débusquer suite à ce dialogue. Et là, le résultat, parfois, c'est « Waouh, c'est si vrai, comment je n'ai pas pensé avant ?» Ça, pour moi, c'est tout à fait autre chose. Un insight, c'est le fruit, quelque part, souvent de quelque chose de qualitatif, d'une relation. On a soulevé le couvercle du crâne du client, essayé de voir ce qu'il y avait dedans. On a essayé de comprendre au-delà de ses réactions par rapport à son produit, à ce produit-là, on a essayé d'aller plus loin. Plutôt que de demander à la personne d'Ivoire qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, etc. Parle-moi de ta meilleure présentation. Parle-moi de ta pire. Et dis-moi, mais pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et là, on va commencer à avoir un dialogue, on va creuser et on va peut-être tomber sur des choses qui n'ont rien à voir avec le produit, peut-être à voir avec PowerPoint, comment les slides se construisent et autres. Et bien sûr, on ne va pas que demander à celui qui présente ou celle qui présente, on va demander à l'audience. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose que j'ai découvert sur le tard. Et puis finalement, je vais partager avec vous. Parce que finalement, pour moi, la grande découverte, c'est que je n'ai jamais trouvé d'insight finalement dans une salle de réunion où on parlait entre nous, assis à siroter notre café et à boire notre minéral. Les insights, on les a trouvés parce qu'on est allé dehors. On est allé voir des vrais utilisateurs, des vrais clients, clientes, des gens qui ont un intérêt et on est allé les confronter. Et c'est comme si si vous êtes anthropologue, est-ce que vous allez étudier les lions aux autres cervions ou bien est-ce que vous allez en Afrique? Et donc, on a décidé d'aller quelque part en Afrique pour pouvoir trouver des insights. Et par exemple, je suis allé voir ce prof à l'IMD, c'était mon prof à l'IMD, Philippe Deschamps, qui utilise ces fameuses bananes bleues. Et je suis allé le voir avant, et aussi après. Pendant le cours, j'étais là-bas et ça m'a permis d'observer. Et j'ai appris des tas de choses, juste en observant et en posant des questions. Et par exemple, il y a des choses qui sont venues, j'ai interviewé finalement pas plus qu'une douzaine de personnes. Jean-Philippe me disait, mais je ne sais pas si je vois assez de batterie pour la présentation qui va durer 2 heures, pour le cours qui va durer 2 heures. Donc, ce que je fais, c'est que à chaque fois, je vais ouvrir
je vais ouvrir la banane bleue et je vais changer les batteries. Comme ça, je suis sûr. Si Greta Thunberg avait été sur place, je ne pense pas qu'elle aurait aimé. Quelqu'un d'autre m'a dit, je fais face à mon public, je ne veux pas perdre le contact visuel avec l'audience. Et donc, moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir reconnaître les boutons avec le toucher. Je ne veux pas pouvoir regarder l'appareil, parce que si je regarde l'appareil, je n'ai plus le contact visuel avec vous-même. Et vous, en tant qu'audience, si je ne vous regarde pas toutes les quelques minutes, ça veut dire que je suis dans un autre monde. Je ne suis pas du tout avec vous. Donc voilà le genre de choses que les gens m'ont dit. Je ne veux pas créer distance avec l'audience, on n'a pas de technique. Je veux pouvoir avoir un écran noir quand j'écris sur Flipchart. Je ne veux pas que les gens regardent que au PowerPoint, sur le keyboard, etc. Je veux pouvoir regagner l'attention. J'aimerais être prévenu 5 minutes avant la fin de mon temps de parole. Je n'aimerais pas avoir ces lumières qui clignotent et de rayons laser vers l'audience, parce que en plus, quand les profs sont stressés, ils appuient comme des fous ils appuient très fort et puis ils appuient partout, puis ils appuient malheureusement sur le bouton laser, ce qui fait que les gens qui sont au premier rang, eh bien, reçoivent plein de rayons laser. Évidemment, ce n'est pas tout à fait pour ça qu'ils sont venus au cours. Alors, je programme le timer au téléphone. Alors, les gens vous offrent des solutions. On me dit, moi, mon téléphone, a priori, quand je présente, je ne téléphone pas. Donc, je prends mon téléphone, je mets ce silencieux et je mets le vibrateur et puis je programme ces vibrations dans 2 heures. Comme ça, je sais que au bout de 2 heures, c'est fini. Alors, ceux qui étaient malins me disent, je mets à la moitié, je mets à 1 heure. Comme ça, je sais que je peux me rajuster. Donc, tous ces insights-là, je les ai capturés quelque part sur des post-it. Chaque fois que les gens ont dit quelque chose, je les mets sur un post-it. Et puis, quelque part, je les ai mis ensemble. On voit les trucs qui sont groupés. Quelque part, j'ai pris position. Une fois que j'avais fait cette découverte, j'ai pris position. Il y avait des choses qui étaient par rapport à mon engagement avec l'audience. Et vous reconnaissez les mêmes choses que qu'on a vues avant. Pas de lumière qui clignote, je crée une distance avec l'audience. L'audience me suit du regard, c'était quelque chose qui était important. C'est un écran noir. Je gère mon temps de présentation. Il y a plus de choses qui sont pas mal de fois revenues. J'aimerais prévenir 5 minutes avant de temps de parole, etc. Et puis, gros sujet, mais de façon tellement évidente, la technique est sous contrôle. Le fait de ne pas savoir si j'ai assez de batterie pour 2 heures était juste inacceptable. Donc, voilà, genre de choses, j'ai commencé à grouper et il y avait des choses qui, clairement, pour moi, étaient des besoins pas satisfaits pour la technique sous contrôle. Le fait de ne pas savoir si on arrivera au bout, c'est juste pas correct. Si vous avez une voiture sans jauge à essence, je ne suis pas sûr que cette voiture, vous allez la garder. Mais il y a aussi des choses qui sont du rêve. Si, par exemple, comment est-ce que je fais si les gens me disent, mais j'aimerais que les gens arrêtent de regarder cet écran derrière moi et que les gens me regardent quand je vais aller sur Flipchart. Parce que ça me permet de changer la dynamique. Mais c'est du rêve parce que je ne peux pas éteindre ce beamer parce que si je l'éteins, je vais mettre, ça va casser l'ampoule quand on va la rallumer, ça va mettre du temps à chauffer. C'est du rêve. Mais j'ai quand même noté le rêve. Je ne suis pas allé à dire oublie, ce n'est pas possible. Mais il y a des choses aussi que j'appelle ce sont des insights. Le fait de s'engager avec l'audience, c'est quelque chose qui est important non seulement pour une meilleure présentation, mais c'est surtout important émotionnellement pour ceux qui présentent. Parce que s'il ne veut pas s'engager avec l'audience, l'audience ne se souviendra pas de cette personne. Si la personne qui est au premier rang, qui est toujours là au premier rang, n'arrive pas à parler et à discuter avec le prof, cette personne ne va pas bien se faire voir. Il y a des aspects émotionnels dans la salle et de les comprendre et de comprendre ce qui empêche en fait ces émotions-là de venir, eh bien, c'est du matériel à insight. Okay? Donc, les besoins fonctionnels, c'est facile. On regarde ça dans le questionnaire, on regarde ça partout. On trouve les faits. Mais les besoins émotionnels et sociaux, et là je cite Yves Spinier et Alex Osterwalder, c'est une mine d'or pour trouver des insights. Alors, une fois qu'on a pris position et qu'on sait ce qu'on veut avoir, par exemple, manager ton implémentation, dépendre de la batterie, et bien c'est là qu'on peut lâcher les faux. On demande aux gens du Technobazar de venir plancher sur, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut prendre comme ça? Et c'est là que le Technobazar est très utile parce que les gens disent, ah, mais
J'ai vu dans le Technobazar, il y a 2 mois, j'ai vu un système, j'ai vu que le solaire ne devenait pas cher, que c'était très intéressant parce que maintenant, on peut avoir des surfaces qui sont courbes. Pourquoi on n'irait pas en solaire? Et c'est là que les Technobazar alimentaient toutes ces brainstorms, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, ces brainstorms de design, d'idéation, parce qu'on avait déjà une bonne base. Hein. Alors là, si on prend le cas concret, on doit manager le temps de présentation, on doit afficher l'heure, le timer, mais on aimerait aussi pouvoir afficher éventuellement qu'il n'y a pas de batterie. Eh bien, faisons une pierre de coups. Hein, on prend l'affichage et puis on affiche à la fois les batteries, on affiche à la fois l'heure. Je suis désolé, ce n'est pas tout à fait synchrone. Et à ce moment-là, on a créé quelque part un concept. Okay, et comme peut-être, comme certains se rappelleront peut-être de ce device qui a succédé à l'autre, entre-temps, il y a 2-3 versions en avant, mais ce device-là est venu comme une espèce de byproduct complet de recherche d'insight. Et même si j'étais responsable d'ingénierie, eh bien, je me suis permis d'aller prendre la casquette marketing et d'aller dehors. Et finalement, pourquoi pas? Je n'ai pas eu besoin d'avoir des compétences particulières pour faire ça. En fait, c'était un des exercices que j'ai dû faire dans mon EMBA. Et finalement, cet exercice-là, il a brillé parce que c'est un processus qu'on a rentré dans la société. Certains, je pense que tout le monde aura vu ici le double losange du design thinking. Ce que j'ai essayé d'illustrer ici, c'était une histoire réelle, mais c'est clair, ce qu'on a fait, c'est du design thinking sans le savoir. Okay. Alors, clairement aussi, dans tout bon design thinking, et je crois qu'on aura dans 2 jours Clara Kirchner qui va nous en parler dans le détail, eh bien, il faut quelque part aussi être humble pour venir et montrer son idée, montrer son prototype, montrer, et là, quelque part, j'en ai un qui est en bois, je crois qu'il est cassé d'ailleurs, qui est en bois, et on a montré ça à des gens qui ont dit, ah oui, trop petit, trop grand, ah non, je vais le faire, c'est pas bien, c'est pas ça que je veux. Cette validation nous a permis d'apprendre. Quelqu'un m'a dit, c'est trop grand, il est beaucoup trop grand, je n'arrive pas, mais je vais voir si je le trouve encore, je n'arrive, voilà, c'est le modèle en bois, je n'arrive pas à le dissimuler de ma main, est-ce qu'on peut le faire plus petit? Bon, ben, nous, on a été bien embêtés techniquement, mais on a trouvé un moyen de le faire plus petit, ça devrait se faire. Donc, cette itération de revenir en arrière avec une unité, je l'ai trop souvent ignorée dans la passion ou dans la pression. Dans la pression de sortir un produit sur le marché, dans la pression du CFO qui voulait avoir les chiffres, dans la pression du management qui voulait en finir avec ce produit-là, eh bien, on a fait nos plus grandes bêtises en oubliant ce step fondamental. Alors, juste pour, et Chiara va vous en parler bien plus, si je me focalise sur les gens, alors au-delà des faits, des sondages, si je me focalise sur les gens, si je les observe dans leur contexte, je peux trouver des besoins. Et pour chaque partie prenante, essayons de trouver pourquoi est-ce que les gens font ce qu'ils font, pourquoi est-ce qu'ils le font, qu'est-ce qui les motive et qu'est-ce qu'ils cherchent à faire. Et surtout, c'est quoi leur souffrance, leur frustration, les obstacles, les risques, et c'est quoi les bénéfices, les potentiels escomptés. Si vous aviez une baguette magique, chers utilisateurs, que feriez-vous? Là, je cite Yves Pinière et Alex Osterwalder qui ont quelque part formalisé quelque chose qui est tellement du bon sens, mais qu'on a tellement souvent oublié, en particulier moi-même. Donc, ce que j'aimerais juste résumer, c'est que si on a effectivement ces insights, on peut créer une proposition de valeur qui est vraiment innovante, qui n'est pas juste incrémentale, mais qui va être plus qu'incrémentale. Est-ce que j'oserais dire disruptive? Donc, juste pour résumer ce que j'ai commencé maintenant à faire systématiquement aussi avec les personnes avec qui je travaille, c'est vraiment d'être très clair qui sont les parties prenantes, pour choisir celles qui sont vraiment ont un sens. Dans le cas du presenter, c'est certainement ceux qui présentent, mais c'est aussi l'audience. Ce n'est pas la peine d'aller jusqu'à ceux qui installent, ceux qui vendent, quoique. Et puis comprendre leur job, en rapport quelque part avec ce domaine-là, et de détecter ces insights dans le job. C'est quoi le job fonctionnel? Pour moi, c'est un insight. C'est quoi le job social qu'on essaie de faire? On présente.
c'est quoi les douleurs, les gains, et puis donc de créer un produit, un service qui enlève ces douleurs les plus sévères et créer le plus de gains. Et cette priorisation ici, on la retrouve. Celle qu'on a vue avant dans la matrice des fibres potentielles, eh bien, c'est évident qu'on ne va pas aller après tous les insights. On va essayer de prendre ceux qui sont les plus pointus. Et quelque part, comme on l'a vu avant, valider, apprendre, itérer. Ça, c'est un teaser pour mercredi soir prochain, le 23 janvier. Maintenant, si je reviens à cette matrice dont je viens juste de parler, on voit ce potentiel et ce défi. Comment évaluer ce potentiel? Pour moi, avec l'expérience que j'ai, je dirais que ce qui m'a vraiment aidé à l'évaluer, c'est cette puissance des initiales clients, qui soient directes ou indirectes. Est-ce que c'est le client qui l'utilise ou c'est le client qui paye? Les deux sont très intéressants. Est-ce que j'ai réussi à en dégager une proposition de valeur innovante que j'ai pu valider? Et les gens m'ont dit, ah ouais, ça c'est vraiment bien, ça m'intéresse, etc. Et quand c'est que ça va être disponible? Est-ce que j'ai un modèle d'affaires qui est cohérent? Hein, je reviens de nouveau là à Alex Osterwalder et puis à Épineur. Est-ce que j'ai un business model qui tient la route, qui est logique et qui met cette proposition de valeur en orchestre et qui, quelque part, l'accompagne d'un go-to-market qui est absolument en rapport, avec une relation client qui est en rapport. Si on fait des produits pour les personnes âgées, non, le go-to-market, ça ne va pas forcément être Instagram, etc. Et puis maintenant, la grande question, c'est, j'ai réussi à monter, à trouver le potentiel. Comment est-ce que je fais pour trouver l'axe des X, le défi? Comment est-ce que je peux évoluer ce défi? Eh bien, clairement, le modèle économique, la partie gauche, je disais sur les canevas, c'est clairement une possibilité intéressante. La partie du bas, est-ce que mes revenus, mes coûts sont en adéquation ou est-ce que l'impact, si on ne parle pas de sociétés qui font du profit, mais est-ce que j'ai un impact qui est significatif? Et là, on retrouve de nouveau ce business model Canva comme bon outil de travail à plusieurs. Mais j'ai aussi mis un autre modèle que j'utilise beaucoup, qui est le Star Model de Galbraith, et que je vous propose de googler, qui dit en fait que si vous avez une stratégie, vous avez décidé de partir sur une idée de type A ou de type C, eh bien, vous regardez quelle est la possibilité d'exécuter. L'exécuter, ce n'est pas seulement de dire je la donne à Karcher qui va la développer dans son organisation puis qui va la vendre comme des souris et claviers. C'est que j'essaie de dire peut-être que Digital Pen, il a une stratégie particulière. On va, dans une structure, créer peut-être une entité à part entière qui va avoir ses propres processus, ces personnes qui sont motivées par ça, avec les talents qu'on a besoin. Hein. On a eu plusieurs présentations à ce sujet-là, et qui sont quelque part incentivés pour cette stratégie-là. Ça, c'est cet alignement de ces 5 parties-là, c'est en gros ce que dit le Star Model, et c'est quelque chose que j'aurais bien voulu savoir, si ce n'est qu'il y a une dizaine d'années, avant de me lancer dans un développement comme l'IoT. Alors, maintenant, c'est clair, j'ai de quoi pouvoir bouger mes post-it de façon un peu plus précise qu'avec le pifomètre. Et je peux maintenant aller dire, eh bien, je vais aller exploiter directement l'idée A et C, mettons. Et puis, je vais rester un petit peu, je vais garder sous le coup l'idée E et B, et peut-être que j'entrepose ITF. Si ce modèle vous parle, allez voir Where to Play de Marc Gruber. Je ne prends aucune royauté ici, mais j'adore travailler avec moi, qui est vice-président d'innovation à l'EPFL. Donc ça, c'était quelque part la troisième histoire. Comment est-ce que j'arrive, d'un point de vue intrapreneurial, à pouvoir estimer mes idées, d'un point de vue potentiel du défi? On a vu comment la value proposition, comment les insights travaillent là-dessus, mais on voit aussi quels sont les challenges au niveau des réalisations. Est-ce qu'il y a une question absolument brûlante? Alors, il y en a une de François Capel qui demande quel était le critère de validation utilisateur. Le critère de validation utilisateur? Oui. Eh bien, c'est très intéressant comme question parce que c'est très vague et c'est très précis en même temps. Pour un produit qui est
sur lequel, qui était nouveau, qu'on n'a jamais vu avant. Pour nous, c'est extrêmement intéressant d'aller valider avec l'utilisateur dans leur milieu naturel. On ne les faisait pas venir chez nous en disant assieds-toi ici, je te donne 3 produits, dis-moi comment il te parle, dis-moi pourquoi tu préfères celui-là que celui-là. Si on avait fait ça, on n'aurait pas été quoi. Et on s'est trompé. Et ce qui change incroyablement, c'est quand vous êtes dans l'environnement réel. Je prends un exemple très concret. Il y a quelques années, on a fait un produit, certains s'en souviennent encore, qui s'appelait Google TV. C'est un produit que j'étais appelé Revue. Et ça permettait, quand les téléviseurs n'étaient pas encore smart, les téléviseurs, bien, ça permettait de pouvoir y mettre de l'Internet, de pouvoir faire de la vidéoconférence, de mettre les aspects de sécurité, votre webcam, à l'exploiter dessus. C'était quelque part rendre votre plus grand écran dans votre salon intelligent. On a créé une boîte noire, et on lui a mis un clavier, on a mis de quoi naviguer, etc. Et ça, on est allé à travers des recherches d'Insight, on a compris, on est allé très loin, en travaillant avec Google. C'est quand même pas des manches. On est venu avec une nouvelle proposition qui nous paraissait fantastique. On a fait venir les gens chez Logitech, on a fait jouer avec ça. Les gens ont dit ouais, génial, tout, ouais, j'arrive à naviguer, ouais, c'est cool. Je passe de telle application à telle là, c'était un petit peu. Voilà, toute ressemblance avec les codes du code actuel est totalement fortuite. Voilà, on a vu les gens naviguer, on était tout contents, on dit on y va, on part, on lance le marché. Et c'était l'histoire d'IOPen en pire, puisque là, c'était bien plus de 2 millions. Et en fait, ça n'a pas marché parce qu'on a pris les gens au contexte. Quand les gens étaient dans leur contexte, dans leur canapé, avec leurs gamins qui roulaient à côté, qui voulaient voir leur émission de télé, avec madame qui était à côté, qui disait mais quand même, non, il y en a marre, pas technique, il faut y aller. Eh bien, la personne a perdu ses pédales, n'arrivait plus à naviguer et a ramené tout ça au magasin et a dit j'en veux plus. C'est un matter for divorce. Donc, dans la partie validation utilisateur, la chose que j'ai appris, et que j'aimerais vraiment partager avec vous, c'est qu'on valide là où l'utilisateur ou l'utilisatrice se trouve, dans leur contexte, en train de faire ce qu'ils font. Et là, peut-être on a une chance d'être plus juste. Mais je suis sûr que dans 2 jours, avec l'exposé sur Design Thinking, vous aurez appris bien plus de ça. Laissez-moi, si vous voulez bien, aller dans ma 4e histoire d'entrepreneuriat. Il s'agit, c'est une histoire de seau. Non. Logitech n'a pas fabriqué des seaux à lait. Ce que j'aimerais vous parler, c'est des seaux, par exemple, c'est des boîtes. Une boîte, imaginez que vous avez vos projets, tous vos projets actifs, des activités d'innovation actives. Vous les mettez sur des post-it ou sur des papiers, et puis vous les mettez dans une des boîtes. Dans la boîte 1, vous mettez tout ce que vous faites pour manager le présent. Les optimisations opérationnelles, les améliorations incrémentales, mais tout ce qui est pour le présent, vous le mettez. Peut-être même que vous êtes en train de travailler sur un truc disruptif, vous le mettez aussi. Okay. Parce que voilà, vous managez le présent, il faut le faire. Okay. Et puis, supposons que vous avez une boîte qui s'appelle 3, dans laquelle vous mettez tous les projets et les activités d'innovation qui sont là pour créer le futur. Si vous ne les faites pas, il n'y aura peut-être pas de futur. Okay. Imaginez quel est le rapport entre boîte 1 et boîte 3. Combien de projets vous avez en boîte 1, combien vous avez en boîte 3. Rapidement, Henri, dans le chat, mettez-moi un rapport 80-20, 50-50, 20-20, 20-80, 100-0. Rapidement, je ne peux pas voir le chat de là où je suis. Alors, oui, pour l'instant, 95,5. Ah oui. 95, 100, 90, 10, 70. Ah, on est à 70, ouais. Ok, c'est intéressant. Donc, il y a quelque part, est-ce qu'on a une seule réponse où il y a plus que. Est-ce qu'il y a un rapport qui est inversé? Il y en a plus de projets dans la boîte 3 que dans la boîte 1? Non. Ouais. Je ne suis pas surpris. Et en fait, moi, ce que je vois autour de moi, chez les clients chez qui je vais, c'est 95-5.
Et encore, ça, c'est ce que les gens me disent. Et ils me disent aussi que dès qu'il y a une urgence, dès qu'il y a le feu au lac, comme on dit dans notre canton, eh bien, les projets qui sont dans la boîte 3 sont mis en hold, comme on dit poliment, on va dire redonné, et les ressources sont redispatchées sur la boîte 1. Ça paraît, vous avez vécu ça? Donc, les gens me viennent me voir et me disent qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une boîte 3 qui soit une vraie boîte 3, parce que quand même, ça ne va pas. Le board nous demande toujours d'être innovant. À chaque fois, on revient avec les mêmes 3 projets qui se courent après. Et puis, la fois d'après, ils nous demandent alors, ces 3 projets, ils en sont où? Et puis, on dit, ben, ouais, on a progressé, mais ouais, on a des urgences. Évidemment, on passe que des choses. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai vécu. J'ai vécu, et moi, j'avais ce rapport-là. J'avais ce rapport-là, parce que le CFO me disait, mais tu as mieux fait de faire une bonne souris incrémentale qui se vend super bien, que la pain en rouge, que les couleurs de l'équipe suisse et les couleurs de l'équipe turquie, ça part. Et c'est vrai, on a fait des souris avec les couleurs des équipes de pointe, et ça partait. Donc, et ça partait des millions de dollars comme ça, sur ces histoires spéciales. Donc, le CFO me disait, mais qu'est-ce qui t'embête à faire des digital pen, à faire des choses comme ça dont personne ne veut? C'est beaucoup d'argent à développer, c'est beaucoup d'argent en promotion, et ensuite on se paie tous les retours. Donc, non merci. Donc, en fait, pour moi, la gageure, et c'est vraiment le point pivotal de ce que je devrais faire, c'est de dire, mais comment est-ce que je peux faire pour qu'il y ait de l'appétit pour cette boîte 3? Je sais bien que c'est 8h moins 20, on commence à avoir de l'appétit, mais comment est-ce que je peux faire pour avoir de l'appétit pour la boîte 3? Et c'est clair que la boîte 1, l'innovation incrémentale, c'est confortable, c'est prévisible, le CFO est content, on arrive à faire des net present value parce qu'on a quelque chose qui, disons, à ce niveau-là, si on améliore, on va imaginer 5% de plus, 10% de plus. Tout ça, ça peut se modéliser. Les financiers sont totalement contents. Ils arrivent à produire un cash flow statement qui va bien dans la maison. La boîte 3, mais il faut investir de l'effort pour pouvoir estimer ce potentiel, pour pouvoir estimer ce défi. Moi, ça me prend quand même un peu de temps avec mes clients pour qu'on aille grailler dans les business models, qu'on aille grailler dans les star modèles pour comprendre. J'arrive à faire ça peut-être en 1-2 heures pour chacune des opportunités. Mais quand même, c'est de l'effort pour le faire. Donc, c'est quelque part normal que la boîte 3, ben, c'est pas confortable. On est même si on a une vie très, très active si on travaille 14 heures par jour, la boîte 1, au moins, on sait pourquoi on travaille, on sait pourquoi on est payé, et puis à la fin de la journée, ça marche. La boîte 3, quand vous faites le 5e projet qui foire, après vous êtes plus doucement, vous commencez franchement, on doit faire autre chose. Qu'est-ce que je peux faire si je regarde la boîte 1? Je suis dans le présent, je suis dans les exécutions, dans les prévisions, dans les plans, dans les procédures, je suis dans l'amélioration. Et puis maintenant, j'aimerais tellement être dans le futur, dans l'innovation, je dirais. Et là, on retrouve aussi avec Explore et puis Exploit. Qu'est-ce que je peux faire pour vraiment créer ce futur? Et puis, à la limite, ce futur-là, il aura un design organisationnel, là, il y aura des stars différentes. Si vous faites, on est dans les souris, ben on va les optimiser pour le volume, on va les optimiser pour le coût. Si vous êtes dans l'IOPEN, eh bien, on va les optimiser pour répondre à un besoin B2B. On va peut-être, et puis si vous êtes dans quelque chose qui est encore nouveau, vous allez l'optimiser pour autre chose. Et donc là, on voit des designs organisationnels qui sont totalement différents, des critères totalement différents. Et ça, c'est quelque chose qui est dans l'innovation. Peut-être c'est le business model lui-même qui est innovant. Et c'est là que le design thinking va battre son plein parce qu'on va pouvoir trouver ces idées innovantes vraiment que si on va aller à fond dans la découverte, dans les insights, dans la validation. Et là, la prise de risque à droite est beaucoup plus rémunérante. Hein, on apprend peut-être un KPI, c'est ce qu'on a appris. Et c'est bien que c'est difficile à dire, mais le fait l'apprentissage, ça se mesure. Et le fait d'avoir appris quelque chose qui nous évite de sortir un produit, eh bien, ça ramène indirectement beaucoup d'argent là-bas. Alors maintenant, vous me direz, qu'est-ce que je peux faire pour que cette boîte 3 elle arrive à être pérenne? Okay. Et si on allouait du budget à la boîte 3?
Voilà, on va dire, ben moi j'ai 100, ben je mets 70 à gauche et 30 à droite. Je décide. Je suis responsable du budget, je décide, je mets ça. Et lorsque quelque part, le budget de 70%, enfin lorsqu'il y a, je fais autant de projets que 50% du budget me permettent dans la boîte 1. Et je fais autant de projets que 30% du budget me permettent. Ça paraît quand même assez candide. Vous allez me dire, mais attends, c'est pas possible chez nous, impossible. Là où j'étais peut-être, mais vous, chez nous, pas possible. Comment est-ce qu'on peut faire pour aller avoir un 70-30, ou alors je dirais même un 80-20? Et si on crée une boîte 2 dans laquelle on met tous les projets et les activités que finalement on fait parce que, parce que c'est le fondateur, il aime bien ça. Parce qu'il y a des raisons parfois qu'on a oubliées et on continue à faire ces projets, ces activités qui nous manquent du temps et on ne sait même plus pourquoi on les fait. Il ne s'agit pas de tout passer, il ne s'agit pas de verser la boîte 1 dans la boîte 2, mais il s'agit de sélectivement choisir ceux que ça intéresse, de Freebox Solution, de Vijay Govindaraja, je ne sais pas prononcer son nom. Il a fait un bouquin sur cette traceau. Il faut le faire, il a écrit 300 pages sur traceau. Mais bon, moi je vous le dis comme ça en 30 secondes. Imaginez quelles sont les activités que je mettrai là-dedans. En ce qui me concerne, un beau jour, j'ai mis toutes les activités B2B de Logitech là-dedans parce que ça me prenait un temps fou. Et finalement, il y avait un profit extrêmement faible. Sur les 2 milliards de chiffre d'affaires, il y avait 120 millions qu'on a mis là-dedans. Et vous savez quoi? Ça m'a libéré, en tout cas, plein de budget pour la boîte 3. Et quelque part, j'avais fait un bon progrès dans le domaine. Et maintenant, la conséquence est, dans ma boîte 1, avec les 60, c'est-à-dire les 70% du budget, eh ben, j'ai mes idées. La A, la B, la C. Dans la boîte 3, eh bien, j'ai mes idées. La K, la J, la F, la G, la H, etc. J'ai mes priorités respectives. Et chacun voit pour son compte. Et brusquement, la boîte 3, elle tourne, elle existe, elle est là. Et puis, on peut discuter on peut voir rapidement, on peut les évaluer, on peut les rentrer dedans, on peut évaluer le défi, le potentiel, on peut faire un prototype, on peut valider, on peut faire un proto, on peut revenir, on peut aller courir là-dedans sans pour autant qu'à la moindre problème, eh bien, l'ensemble de tout le monde bâche sur la boîte 3 et ils vont courir aider la boîte 1. C'est sympa, non? Bon, le problème, c'est quoi le problème qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme problème lié à ça? Allez, un petit chat avant de conclure. Alors, rien pour l'instant. Est-ce qu'il y a une proposition? Mais allez, ne soyez pas. Alors, une des choses. Ah, oui. Il y en a un quand même, Yves. Pas de revenus financiers sur la boîte 3. Ben oui, bah oui. Parce que les KPI financiers, ils sont sur la boîte 1 et on mesure le profil, machin, l'impact, le débit, sur la boîte 1. Mais sur la boîte 3, qu'est-ce qu'on mesure? On mesure la prise de risque et on l'encourage, on mesure l'apprentissage et on l'encourage. Les KPI financiers, non. Dès qu'on a un KPI financier là-dedans, c'est fini. Le KPI financier, c'est dire, je te donne 1 million, je te donne 500 000, je te donne 50 000. Parfois, ça suffit, 20 000. Et puis, tu me présentes ça, et puis on se retrouve dans 2 semaines. Okay. Le KPI, c'est est-ce qu'avec 20 000 francs, tu as réussi à m'amener un insight intéressant? Sinon, eh bien, on va faire autre chose. Alors oui, les KPI financiers, on les a comme ça, mais ils ne sont pas au niveau de la boîte, ils sont au niveau de l'idée, du projet, de l'équipe. Alors, je vais vous dire une embûche que j'ai eue avec ça, parce que j'ai expérimenté, j'ai trouvé pas mal. Et puis, j'ai créé un incubateur au Logitech. On a mis les gens dans un bureau à l'extérieur, un peu loin, un peu protégé, parce que Peter Brabeck de Nestlé m'a dit que si je n'avais pas mis Nespresso à l'extérieur, il serait déjà mort 5 fois tué par Nescafé. Donc, je l'ai mis les gars dehors. Donc, moi, c'est bien, donc j'ai fait pareil, j'ai fait un incubateur. On l'a posé à l'extérieur. Évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a marché. Les gens ils vont chercher des projets, chercher des idées, machin. Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné,
j'avais une tour d'ivoire. J'avais des gens qui étaient là, Happy Engineering, on a trouvé une idée intéressante avec PFL, ouais, c'était cool, on pourrait faire ça, tiens, etc. Et quelque part, la confiance qu'on a donnée, la bienveillance qu'on a donnée, là, c'est limite. Parce que finalement, ces gens-là étaient coupés de la réalité. Et certaines personnes qu'on a mis là-dedans n'étaient juste pas adéquates. N'est pas innovateur qui veut, comme dirait Alex Osterwalder dans un pitch, dans un tweet récent, il vient de dire ça, je crois que j'ai vu ça, je crois, il y a 2-3 jours. J'ai trouvé ça extraordinaire. Pas tout le monde est un innovateur. Il y a peut-être des gens qui sont taillés pour l'innovation incrémentale et qu'il ne faut surtout pas leur demander d'aller plus loin. C'est dommage. Il faut les laisser là où ils sont bons. Mais il y en a d'autres qui, il faut les titiller, puis c'est comme des fleurs. Il y a une éclosion. Alors, je ne sais pas comment ça va marcher. J'ai aucune idée. Ce qui a marché pour moi, c'est qu'il y a des ingrédients favorables. Et on a parlé de bienveillance avec OCRE. Si on a un support clair du management, là, ça va beaucoup. Là, vous voyez, Borel, il vient au Technobazar. Ça l'a amusé pendant des années. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour être là le jour du Technobazar. Parce qu'il pouvait aller regarder, toucher et discuter avec les gens. Ça envoyait un message extrêmement fort. Donc, si vous avez un management qui est engagé, qui est là, qui est présent, waouh, ça dit tout. Hein. Et puis après, faire des rotations réfléchies, personne entre les boîtes 1 et droite. Ok, tu as fait 2-3 projets dans la boîte 1, tu es vraiment au taquet, tu as beaucoup d'idées. Et si tu viens dans la boîte 3, ça t'intéresserait? On propose de faire ça. Ah ouais, ok, ça m'intéresserait. Et peut-être après, la personne, si ça se trouve, va prendre ce projet de boîte 3 et puis va l'emmener la construire dans la boîte 1. Pourquoi pas? On a vu des choses là-dedans qui sont passées qui étaient fabuleuses. Et puis, on a besoin de process. On a besoin de process, design thinking, on en a vu avant. On a besoin de talent, on a besoin de feedback, on a besoin de créer cette culture d'apprentissage. On a besoin clairement de confiance, de bienveillance de la part du management de créer cet apprentissage. Quand les gens me demandent, mais combien de temps tu donnais aux gens pour faire des pour aller créer leurs produits dans le Technobazar? Vous savez quelle est la réponse? 0. Je n'ai pas accordé 1 minute officiellement aux gens pour aller réfléchir. 0 minute. Quelqu'un qui est motivé, quelqu'un qui est passionné, le temps, il va le trouver. Ne me dites pas que tout le monde travaille sur des projets, sur le chemin critique de 9 h le matin à 6 h le soir. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Et encore moins, une culture d'apprentissage et de collaboration. Je ne crois pas en l'innovation individuelle, je n'y crois juste pas. J'ai vu trop de banques suisses qui se sont trompées parce qu'ils ont fait des trucs ultra secrets que personne ne pouvait voir. Et puis, l'ingrédient favorable, c'est que ces personnes qui s'occupent de boîte 3 doivent avoir un lien direct avec le business de la boîte 1 et, si possible, doivent être au même endroit. Comme ça, ils vivent, ils sentent qu'est-ce qui se passe. Sinon, c'est la peau d'ivoire et franchement, moi, je n'ai pas fait de bonne expérience avec ça. Je voudrais conclure. Pour moi, le takeaway d'entrepreneuriat, c'est clairement de créer cette culture d'innovation, participation, qui nécessite un engagement du management, un engagement bienveillant. Comme j'ai dit avant tout, c'est le partage, cette collaboration face à face qui fait une grande différence. Et je me réjouis que cette pandémie commence à nous libérer là-dessus parce que, en parlant avec mes anciens collègues Logitech qui travaillent avec Zoom, avec des murales, toutes sortes d'outils, mais ils disent clairement, c'est pas la même chose, c'est difficile, c'est vraiment pas évident. Et encore, eux, ils avaient de la chance de se connaître avant. Donc, ils ont bu des bières ensemble, ils ont fait des choses ensemble, ils se connaissent. Donc, on se retrouve sur Zoom, sur la vidéo, bah, c'est plus simple. Mais si vous avez des nouveaux collaborateurs qui arrivent, qui ne connaissent pas cette façon de faire, ben bonjour, ce n'est pas évident. Les insights clients et la validation, pour moi, ce sont des gages de crédibilité, une innovation pertinente. Pour moi, c'est la currency de crédibilité. Et choisir et prioriser ces projets sur un potentiel défi, c'est quelque chose qui est bien mieux, franchement, que d'aller mettre des pastilles. Moi, je trouvais que c'était vraiment très candide. Et finalement, comme Yves Pigneur l'a mentionné dans la toute première séance, traiter différemment le portefeuille de projets d'amélioration et celui des projets d'innovation. 2 portefeuilles différents. Et ça, c'est quelque chose qui est, pour moi, extrêmement fondamental.
Alors bonjour, donc Frédéric Sauzet, je me présenterai un petit peu plus tard, mais ce soir, pour faire le lien avec ce que Yves nous a présenté et pour approfondir un petit peu la question de ce fameux Bac 3, moi je vais vous raconter une histoire. Et je vais vous raconter une histoire vraie, pour laquelle on dispose de nombreuses données, et il s'agit de l'histoire de Magellan, ce marin portugais qui un jour, alors essayez d'imaginer la scène, s'est présenté devant le roi d'Espagne et lui a dit vous le savez, les épices d'Orient sont de plus en plus prisées en Europe, les prix s'envolent. Alors les commerçants arabes, certes, assurent la logistique, mais à un coût de plus en plus délirant. Alors je vous propose une autre solution qui vous assurera le monopole de la distribution d'épices en Europe. Alors mon projet est simple, confiez-moi une flotte et je ferai le tour de la Terre en allant de l'Est à l'Ouest, car je connais le passage qui conduit de l'océan Atlantique à l'océan Indien. Alors, le résultat, vous le connaissez, Magellan part en 1519 avec 5 bateaux, et l'expédition revient 3 ans plus tard, totalement disloquée, mais victorieuse. Malgré les fausses cartes, les mutineries, le froid, la faim et les maladies, Magellan a réussi à franchir le détroit qui porte aujourd'hui son nom et a vaincu le Pacifique. Et la valeur des épices rapportées en Europe a couvert l'ensemble des frais et a même généré des bénéfices. Donc cette histoire, en fait, a notamment été racontée par Stefan Zweig, le célèbre romancier du siècle dernier, et l'intérêt de son roman, en plus de son style tout à fait captivant, que je vous recommande pour les vacances, repose sur le parallèle avec le sujet de ce soir, celui de l'entrepreneuriat innovant. Parce que finalement, lancer une start-up, c'est à la fois démarrer une nouvelle entreprise, mais c'est aussi créer un nouveau produit, et en général, un produit qui soit en rupture forte avec l'existant. En fait, vous allez le voir, cela s'apparente tout à fait à une exploration avec des hauts, des bas, des retournements de situation. Bref, tous les éléments d'une aventure tout à fait captivante. Voilà. Alors, le message fort de cette présentation, c'est le suivant, c'est pour votre prochaine innovation, pour votre prochain projet innovant, inspirez-vous de l'état d'esprit des entrepreneurs. Parce que pour ces projets qui sortent de l'ordinaire, hein, comme le sont les projets innovants, eh bien, il faut avoir des méthodes qui soient adaptées à l'incertitude et qui laissent la nouveauté révéler son plein potentiel. En fait, ce sont des méthodes que l'on qualifie d'exploratoires. Et ces méthodes, ce sont exactement les mêmes que les entrepreneurs utilisent lorsqu'ils lancent leur projet, puisque eux aussi avancent dans l'incertain sans que la destination finale ne soit connue à l'avance, tout comme Magellan l'a fait. Alors, ce que je souhaite vous transmettre ce soir, c'est des exemples réels issus de startups que j'ai côtoyés, et puis des trucs et des astuces pour vous permettre de vous familiariser avec ces méthodes. Ce que j'espère, c'est que vous aussi, vous deveniez des explorateurs de vos prochains projets. Et ce que je vous propose, hein, pour que vous tiriez le maximum de cette présentation, c'est que vous notiez, alors soit de votre côté, soit dans le chat, eh bien, la prochaine aventure, c'est-à-dire la prochaine exploration que vous souhaiteriez démarrer. Alors, voilà, il peut s'agir d'un nouveau produit que vous souhaiteriez développer, peut-être d'un nouveau job que vous souhaiteriez obtenir, une nouvelle compétence que vous voudriez acquérir. Bref, un projet qui sort de l'ordinaire et qui va vous mettre au-delà de votre zone de confort. Et ce que je pense, c'est que, voilà, en ayant en tête un projet précis, vous allez établir des liens avec les sujets que nous allons aborder ce soir, et donc vous allez probablement en retirer un petit peu plus d'informations, et puis on pourra refaire le point en fin de présentation sur ce que vous avez retenu et les éventuelles questions que vous pourriez avoir. Alors, pour me présenter en quelques mots, en fait, voilà, je suis évidemment ravi de partager mon expérience auprès de vous, hein, une expérience que j'ai acquise auprès de startups technologiques, donc à la fois en tant que responsable d'Innogex, qui est l'incubateur labellisé CERN, et puis aujourd'hui, effectivement, je suis responsable en fait de projets pilotes au sein d'une startup qui est active dans le domaine de la mobilité, et plus particulièrement à base d'hydrogène. Alors, précédemment, j'ai également travaillé pour Philips, BNP Paribas et en Suisse pour le département fédéral des finances. Voilà, et en plus de cette vie professionnelle, j'ai créé, comme vous le voyez, le blog Innovateur, sur lequel vous trouvez un certain nombre de ressources dont on parlera un petit peu plus tard. Voilà, alors les grandes thématiques, les 3 thématiques que j'ai identifiées pour ce soir, en fait, tournent autour, voilà, de la thématique spécifique de l'entrepreneuriat innovant, et en fait, elles sont regroupées autour de 3 grands axes. Alors tout d'abord, c'est l'utilisation des ressources qui sont les plus facilement disponibles,
dans le but d'augmenter ses leviers d'action. Le deuxième point, c'est de définir une stratégie d'exploration pour être le plus efficace lorsqu'on est en situation d'incertitude. Et puis enfin, mesurer l'ensemble des succès de l'innovation pour se rendre compte des progrès parcourus et pour pouvoir réutiliser ces apprentissages au cours du même projet ou bien sur un projet à venir. Et je vais présenter en fait chacune de ces thématiques sous plusieurs angles. Alors tout d'abord, grâce à un événement ou une anecdote qui est directement issue de Magellan, donc ce qui me permettra de présenter un concept théorique qui s'y rattache. Et puis je vous donnerai un exemple réel issu de mon expérience. Voilà, donc commençons avec Magellan pour cette première partie, qui est donc dédiée à l'augmentation des leviers d'action. Quelques mots d'introduction. Fernand de Magellan est né vers 1480 dans une famille portugaise de petite noblesse. En fait, il va entrer sans grade dans la marine et il va exercer les métiers les plus simples sur différents bateaux. Et cet homme est tout à fait comme nous, il est tout à fait imparfait. Alors, dans son cas, il est introverti, solitaire, il ne délègue rien, il vérifie tout et il règne même par la terreur. Par contre, Magellan mûrit longtemps ses décisions et il s'y tient, coûte que coûte. Et alors que tous les signaux pourraient l'inciter à abandonner, eh bien, il persévère. C'est donc quelqu'un d'obstiné et qui se fixe des objectifs et se donne les moyens d'y parvenir. Et toutes ces années en tant que marin vont également développer ses connaissances et ses compétences, puisqu'il va se rendre plusieurs fois jusqu'en Indonésie, et notamment sur les îles aux épices, un lieu important qui va donner lieu à son projet. Et donc Magellan va fréquenter les marins et les capitaines qui naviguent sur ces différentes mers. Et il va faire également la connaissance d'un des meilleurs géographes de son époque, c'est Falero, qui va notamment lui livrer quelques-uns de ses secrets. En fait, de ces discussions, de son expérience et de l'étude des cartes, en fait, il tire la conviction qu'un passage maritime plus court existe au sud du Brésil. Donc son projet, c'est d'atteindre les îles aux épices, non pas par la route traditionnelle qui contourne l'Afrique, mais par l'ouest en contournant l'Amérique. Mais, vous l'avez compris, ce marin qui est peu porté sur la communication, qui maîtrise mal l'art du réseautage, finit par indisposer son roi, le roi du Portugal. Et après plusieurs tentatives, Magellan doit se rendre à l'évidence, son projet n'intéresse pas le Portugal. Alors, il ne se démonte pas et il va le proposer à son voisin, à l'Espagne, qui est le concurrent direct du Portugal en matière de conquête des mers à cette époque. Et un troisième contact, Aranda, qui travaille au sein de la Chambre de commerce de Séville, en fait, va réussir à obtenir pour lui une audience auprès du roi d'Espagne et le roi d'Espagne, Charles Quint, est séduit par le projet et va donc accepter de permettre à Magellan de mener à bien ce projet. Et donc, en conclusion de cette première partie consacrée à Magellan, vous voyez bien que personne dans le pays n'attend Magellan, tout comme personne n'attend l'innovation. Et c'est donc Magellan qui doit forcer le destin, malgré ses propres limites, mais en ayant tout à fait conscience de ses atouts. Et donc, d'une certaine façon, Magellan a cherché à augmenter ses leviers d'action en se rapprochant d'un pays étranger et puis en tissant des relations avec des nouveaux partenaires. Bref, il s'est créé de nouvelles opportunités. Et lorsqu'on parle d'augmenter ces leviers d'action, en fait, c'est la conclusion à laquelle est arrivée la chercheuse Sarasvati, puisqu'elle a en fait étudié le processus de décision des entrepreneurs qui réussissent. Et en fait, elle montre qu'ils ont une logique tout à fait particulière, qu'elle nomme l'effectuation, et qui s'oppose à l'approche classique, l'approche causale que l'on utilise traditionnellement. Et en fait, son point de vue et sa conclusion, c'est que les entrepreneurs, les vrais entrepreneurs, en fait, s'appuient sur les moyens dont ils disposent et ils imaginent ce qu'ils peuvent en faire pour faire progresser leur projet d'une étape supplémentaire. Et en fait, le point important à retenir, c'est que les entrepreneurs n'ont pas au départ un but ni un plan figé. En fait, ils vont le construire au fur et à mesure par interaction avec d'autres personnes. Et c'est ce qui leur permet de progresser, de développer leur projet. Et donc, rapidement, je vais vous présenter les 4 principes de l'effectuation parce que ce sont pour vous également de bons moyens pour augmenter vos propres leviers d'action. Alors, il y a 5 principes dans l'effectuation, j'en présente 4 car ce sont les plus saillants. Le premier principe, ce sont les moyens du bord. Comme on vient de le voir, l'entrepreneur démarre avec ce qu'il a à sa disposition, que ce soit en termes de moyens humains, en termes de moyens techniques ou de moyens financiers.
Et en fait, il voit ce qu'il peut en faire et comment ces moyens-là peuvent contribuer à son projet. Magellan, par exemple, s'appuie sur ses compétences personnelles, sur son réseau de connaissances, et il est prêt à tisser des relations avec d'autres personnes. Et en fait, c'est après avoir fait le tour des ressources donc de ces données d'entrée qui sont disponibles que les entrepreneurs décident de ce qu'ils sont prêts à investir. Et donc, le deuxième principe, c'est de décider ce que l'on est prêt à perdre. Parce que, Yves l'a dit un petit peu, lorsqu'on est en situation de création d'entreprise et dans tout process innovant en général, en réalité, il est impossible d'évaluer à l'avance le succès potentiel du projet. Plutôt que de rêver à ce que l'on pourrait gagner, en fait, il est bien plus réaliste de se demander combien de temps et combien d'argent on est prêt à investir pour son projet. En fait, il s'agit finalement de décider de ce que l'on veut et de ce que l'on peut se permettre de perdre. C'est ce que les financeurs ont décidé pour Magellan, puisqu'il n'y a pas eu de rallonge de projet, de budget. Magellan a obtenu la somme qu'il a réussi à négocier au départ. Le troisième principe, c'est la gestion des opportunités. Et finalement, ce principe, c'est un principe assez bête, c'est de transformer tout événement, positif et négatif, en une nouvelle opportunité. C'est exactement ce qui se passe avec Magellan et le refus du Portugal. Il part en Espagne. Voilà une façon de sublimer une difficulté. Et puis le dernier principe, qui est tout à fait lié à la gestion d'opportunités, c'est d'être à la recherche de partenaires. Là aussi, pour avoir côtoyé des entrepreneurs, un porteur de projet a en général tendance à vouloir garder pour lui son idée, de peur de se la faire voler. Et en fait, au contraire, avec la logique de l'effectuation, on va plutôt chercher à en parler pour obtenir du feedback. Et finalement, l'idée, c'est de chercher à embarquer des nouveaux partenaires avec qui on va co-construire l'offre, quitte à la faire évoluer, quitte même à transformer l'idée de départ. Par exemple, Magellan a dû accepter que des hommes du roi d'Espagne prennent des responsabilités sur ces navires. Bon, ça, c'était en échange du soutien espagnol et du financement espagnol. Donc, ces quatre principes, le premier, donc, d'utiliser les moyens du bord, de définir ce que l'on est prêt à perdre, de savoir gérer les opportunités, de transformer les difficultés en nouvelles opportunités, et puis le dernier principe, d'être à la recherche de partenaires. Ce sont donc les 4 grands principes de l'effectuation qui sont tout à fait efficaces et qui sont les premiers réflexes des entrepreneurs. Et il devrait en être de même pour tous les projets innovants. Voilà, et c'est effectivement ce que j'ai, moi, constaté en tant que responsable d'incubateur, puisque voilà, lorsque vous êtes une jeune entreprise, lorsque votre projet est récent, eh bien, il y a tellement d'inconnus à résoudre qu'il est évidemment bien plus efficace de le faire en s'appuyant sur une structure d'accompagnement, un incubateur, un accélérateur, qui va en réalité vous aider à développer votre projet et à développer des nouvelles opportunités. Et alors, j'ai, à la demande de Claude, listé quelques structures qui sont présentes en Suisse romande. Et pardon évidemment pour toutes celles que j'ai oubliées, mais à Lausanne, vous avez Mass Challenge, vous avez le campus de l'EPFL, bien évidemment. Autour de Genève, vous avez la Fondetech, vous avez Fongit, vous avez Genius, vous avez également l'incubateur Pulse. Et puis sur l'Arc Lémanique, vous avez également Génilem et Startup Academy. Et puis si vous poussez jusqu'à Yverdon, vous avez même YStart, l'incubateur YStart. Alors, je vais prendre moi ici l'exemple de l'incubateur Innogex, un incubateur que je connais bien. En fait, Innogex, c'est donc un incubateur, une structure qui est destinée à des entreprises innovantes, avec la particularité suivante, c'est qu'on accueille dans cette structure des projets qui utilisent une technologie du CERN. Et à condition de respecter ces conditions, Innogex va offrir un hébergement, c'est-à-dire des bureaux, des locaux, qui vont vous permettre de développer votre projet, du coaching, et puis également un appui au financement et, lorsque vous démarrez votre projet, une aide financière sous forme de subvention qui permet de payer vos premières dépenses. Mais quelle que soit la structure, en fait, c'est grâce à ce type de structure d'accompagnement que vous allez, grâce à elle, booster la création de nouvelles opportunités et donc vous allez accélérer le développement de votre projet. Et donc moi, en tant que responsable d'Innogex, je me voyais comme un collisionneur de rencontres. Alors, j'utilise le terme collisionneur à dessein, puisque pour ceux qui connaissent le CERN, vous savez que le CERN dispose du LHC, collisionneur de hadrons. Et en fait, c'est cette installation qui force la rencontre à grande vitesse de certaines particules, les hadrons. En fait, c'est cette installation qui a notamment permis la confirmation de l'existence du boson de Higgs. Et donc, un incubateur et un responsable d'incubateur, c'est un collisionneur de rencontres. Parce que bien souvent, les entrepreneurs n'expriment pas des demandes précises, mais on est bien là pour les aider à stimuler et à développer leur projet.
Et donc, pour ça, j'organisais des événements pour créer des rencontres imprévues. Qu'est-ce qu'une rencontre imprévue? Ça peut être des échanges entre entreprises, inviter des investisseurs, inviter des industriels, des banques, ou bien au contraire de faire témoigner ces entreprises lors de colloques, lors de conférences, pour finalement les confronter à de nouveaux contacts. Ce que j'ai constaté, c'est que les entrepreneurs, en fait, c'est finalement eux qui décidaient si ces nouvelles rencontres, si ces nouvelles opportunités étaient pour eux bénéfiques ou non. Et en général, en fait, ils se basaient sur deux critères. C'est est-ce que cette nouvelle rencontre me permet de développer mon chiffre d'affaires ou est-ce que ça me permet de réduire mes risques de mon projet. Et ce que j'ai constaté, moi, c'est que en fait, c'est par l'intéressement d'un nombre croissant d'alliés que le projet innovant se déploie jusqu'à un éventuel succès. Et en fait, plus que le nombre, c'est vraiment la variété des acteurs qui a une influence sur le succès futur du projet. Et je vais prendre ici l'exemple de Picotech. Donc, Picotech, c'est un projet qui a été créé par deux anciens chercheurs du CERN, donc deux scientifiques tout à fait éloignés des problématiques de l'entrepreneuriat, mais qui étaient tout à fait volontaires pour appliquer leurs travaux de recherche à la détection précoce des cancers. Et en fait, comment est-ce qu'ils ont fait pour impliquer un nombre croissant d'alliés dans leur projet? Alors, tout d'abord, ils ont pris la décision, qui est une décision forte, c'est de s'extraire de l'environnement recherche du CERN, qui est un environnement confortable, mais pour aller rejoindre l'ambiance plus entrepreneuriale de l'incubateur Innogex, qui est évidemment un peu plus chaotique. Mais en faisant ça, évidemment, ils ont pu bénéficier de l'expérience d'entrepreneurs qui étaient déjà dans l'incubateur, et notamment d'entrepreneurs qui étaient déjà dans le domaine de la santé. Et puis, grâce à leur réseau de connaissances, ils se sont également associés au HUG, donc les hôpitaux universitaires de Genève, et notamment un professeur qui était tout à fait d'accord pour les aider à mener avec eux les tests précliniques et les tests cliniques. Et évidemment, dans le cas d'une start-up, c'est évidemment tout à fait important, et c'est un atout de taille, que de pouvoir associer dès le début un utilisateur dans la conception du produit. Et puis, grâce à ce professeur et à son propre réseau de relations, ils ont réussi à travailler en partenariat avec une entreprise belge qui est en charge en fait, du développement des radiotraceurs. Alors, les radiotraceurs, c'est ce liquide un petit peu particulier que l'on injecte pour faire apparaître les éventuelles tumeurs cancéreuses. Et en fait, cette entreprise travaille déjà avec les HUG et souhaitait faire évoluer sa gamme de produits dans le domaine des cancers. Donc, vous voyez bien que l'association et le partenariat entre ces deux entreprises étaient finalement mutuellement bénéfiques pour à la fois Picotech et puis cette entreprise belge. Et donc la conclusion de cette partie, c'est que il faut, lorsqu'on lance un projet innovant, c'est constituer une équipe dans une perspective d'équipe élargie. L'équipe élargie, c'est cette situation où plusieurs individus collaborent à la poursuite d'un objectif commun. Alors, ils peuvent appartenir à des organisations différentes, ils peuvent avoir des intérêts et des engagements différents, mais ils vont partager ensemble des moments collectifs de production. Et donc, vous l'avez compris, tout comme Magellan l'a fait en se rapprochant de l'Espagne et de certaines personnes clés, augmenter ces leviers d'action, c'est la priorité numéro 1 de tout porteur de projet, notamment un projet innovant. C'était donc, vous l'avez compris, la première thématique de ce retour d'expérience. Alors, on va passer à la deuxième partie, donc, qui est consacrée à la stratégie d'exploration. Et imaginez quelques instants être l'un de ces hommes prêt à embarquer pour un aussi long voyage vers des terres inconnues. Imaginez également Magellan, qui se trouve face à une situation totalement inédite où personne ne peut le conseiller, personne ne peut lui prédire la durée de son expédition, ni quel climat, ni quel peuple il rencontrera. Et donc, il doit accomplir quelque chose d'inédit, quelque chose qui n'a jamais été réalisé avant lui. Alors, comment fait-il? Comment s'y prend-il? Alors, il y a évidemment ces petites recettes pour limiter les risques prévisibles. En fait, Magellan prépare minutieusement son expédition. En fait, il lui faut 2 ans pour trouver le financement, acquérir et mettre en état 5 navires, recruter les équipages, presque 300 personnes, remplir les bateaux, puisque l'équipement doit parer à toutes les éventualités, des températures polaires, des températures tropicales, des tempêtes, des calmes plats, la navigation pour 1 ou plusieurs années, sans qu'on le sache, et puis éventuellement mener des guerres ou pratiquer le commerce. Mais bien entendu, Magellan va être confronté à des difficultés non prévues. Et en fait, pour y faire face, il va mettre en place une technique ou des techniques d'exploration
puisque en voyant son parcours le long des côtes de l'Amérique du Sud, malgré en fait son voyage de plus en plus au sud, il ne trouve pas ce fameux passage qui lui permettrait de rejoindre l'océan Pacifique. Et donc, au bout d'un certain moment, il va mettre en place une technique systématique d'exploration de chacune des baies qu'il va rencontrer. Et en fait, il y aura deux options. Il va mettre en place deux options en fonction de la typologie du lieu à explorer. Dans certains cas, lorsque la baie est peu praticable, plutôt que d'engager l'ensemble de la flotte, eh bien, il va envoyer en fait quelques éclaireurs, donc les bateaux les plus petits, les plus rapides, les plus agiles, selon la règle des 5 jours. Il va donner en fait 5 jours au bateau pour aller explorer et revenir informer le reste de l'expédition. Et puis dans d'autres cas, lorsque la baie est plus large et peut-être plus présente encore plus d'inconnus, en fait, il va tout de même conserver cette règle des 5 jours, mais il va partager l'expédition en deux. Une partie de la flotte va aller explorer dans une direction, pendant que l'autre se dirigera dans une voie différente. Et puis, même punition, retour au bout de 5 jours pour faire le point. Alors, après bien d'autres difficultés que je ne vais pas détailler ici, Magellan va finalement réussir à franchir ce fameux passage et rejoindre l'océan Pacifique en direction des îles aux Épices. Donc, la conclusion de cette histoire de Magellan, c'est que vous aussi, pour votre innovation, vous avez besoin d'une stratégie d'exploration. Et lorsqu'on parle d'exploration, Sylvain Lanfle, en fait, distingue 3 situations. Alors, la première, c'est lorsque le projet est incertain parce qu'on manque d'informations. Là, c'est assez simple. Il faut développer de nouvelles connaissances. Il faut expérimenter différentes solutions jusqu'à obtenir satisfaction. Et là, on est dans une logique essai-erreur. Voilà. Il s'agit de la méthode itérative qui consiste au départ à décider d'une voie, acquérir des informations, des connaissances, par exemple sur les clients, sur les usages, sur les technologies, et puis décider est-ce qu'on continue dans la même voie ou est-ce que l'on part, on pivote dans une autre direction. En fait, cette méthode, c'est la méthode classique des startups, plutôt bien adaptée à des budgets, à des ressources limitées, puisque on ne fait que pousser dans une direction, quitte à faire quelques angles pour changer de direction, mais l'ensemble des ressources est bien focalisé sur une recherche en particulier. Par contre, cette méthode a un impact sur les délais, puisqu'en général, ça les allonge, puisqu'avant de trouver la bonne solution, on va devoir passer par plusieurs carrefours. Deuxième situation, elle se rend compte lorsque le projet est tellement complexe qu'apprendre n'aide pas à comprendre. Dans ce cas-là, il est plus efficace en fait de lancer plusieurs voies en parallèle pour espérer en trouver une qui convienne. Et en fait, c'est cette approche en mode parallèle qui consiste à étudier donc plusieurs voies, par exemple plusieurs technologies, ou bien plusieurs fournisseurs sur un procédé industriel, par exemple, ou bien plusieurs business models pour espérer isoler une piste qui soit la plus convaincante. Dans ce cas, on arrive généralement à réduire drastiquement les délais. Là, la condition, c'est de disposer des ressources nécessaires pour mener ces plusieurs projets en parallèle et puis de gérer également la compétition entre les équipes. En fait, c'est le fonctionnement des fonds d'investissement, puisque eux considèrent qu'il suffit qu'un seul projet réussisse pour rembourser finalement la totalité de leur mise sur l'ensemble des projets, pour se reconstituer leur capital et même dégager des revenus. Et donc, leur approche, c'est d'investir dans plusieurs projets prometteurs et puis espérer que l'un d'entre eux soit une belle réussite pour couvrir les pertes probables de tous les autres. Et puis, la troisième situation, eh bien, c'est une combinaison des deux. Lorsque le projet est incertain et complexe, eh bien, dans ces cas-là, il faut donc associer et la voie parallèle et la méthode itérative. Donc, on lance plusieurs recherches en parallèle, on combine les résultats, et puis, lorsqu'on a réussi à isoler un domaine, on approfondit ce point-là dans une logique un peu plus itérative. Pour illustrer cette stratégie d'exploration, en fait, je vais parler de la stratégie de financement des startups. Parce que c'est en soi une aventure qui est souvent très périlleuse. Alors, quelques points de contexte. D'une façon générale, tout process d'innovation, en fait, s'appuie sur 3 grandes étapes: une phase de maturation, une phase d'incubation et puis une phase d'accélération. En fait, à chacune de ces phases correspond un moyen privilégié de financement. Alors, lorsqu'on est en phase de financement, en fait, on en est au stade de l'idée. L'objectif, c'est de définir un business model réaliste. Alors, réaliste, ça veut dire qu'il est testé sur le terrain,
c'est là qu'on va se demander qu'est-ce qui est attendu par les utilisateurs, comment fabriquer le produit et puis à quel prix le proposer. Et en fait, à ce stade, le projet n'existe pas. C'est un projet virtuel. Et donc, personne de raisonnable ne va vous financer parce que votre base de discussion et de présentation est quand même assez légère. Personne à part vous, donc c'est le moment de sortir vos économies. Personne à part vos proches, les fameux 3F, donc tout ce qui est family, friends, et puis les fools. Les fools sont les fous qui sont prêts à croire à votre projet à ce stade assez amont. Et donc, on parle aussi pour les 3F, on parle du love money. La deuxième phase, la phase d'incubation, en fait, consiste à mener des expérimentations sur le terrain et consiste à lancer des projets pilotes. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir faire appel à des subventions publiques ou privées, également à la foule, parce qu'on a quelque chose à montrer, on a un produit, même embryonnaire, mais on a des choses concrètes à leur montrer. Et puis, la dernière phase, la phase d'accélération, elle correspond au développement industriel, au développement commercial, à la lancée en production, à la lancée massive, au développement des ventes. Donc, c'est maintenant, seulement maintenant, que la plupart des business angels vont se manifester, puisqu'ils ont des preuves concrètes du marché. Les banques arriveront par la suite. Et puis, si votre projet est tout à fait prometteur, alors vous aurez accès aux investisseurs du type venture capitalist. Alors, les deux points importants, les deux points cruciaux à retenir et qui sont en lien avec notre stratégie d'exploration sont les suivants. C'est que lorsqu'on est dans une logique de financement et de recherche de financement, chaque étape prépare la suivante. C'est-à-dire que le financeur suivant est rassuré si le financeur précédent a fait son boulot et s'est investi. Et donc, un business angel sera rassuré si vous-même, si vous-même vous avez placé une partie de vos économies dans votre projet et si vous avez réussi à convaincre des proches. Donc, ça s'apparente à une méthode itérative où finalement, on franchit les étapes les unes après les autres. Et le deuxième point de cette courbe du financement, c'est l'importance des plombées, parce que pour l'avoir vu, ça je peux vous assurer que rien ne se déroule comme prévu, et donc il faut avoir des plombées et des plans de secours. Et par exemple, lorsqu'on développe un moteur électrique, comme c'est le cas pour North Power, donc qui était une entreprise d'Innojex, eh il va se passer entre 2 et 4 ans avant que le produit final ne puisse être commercialisé et ne puisse être mis sur le marché, puisqu'il y a un process d'homologation qui est assez long et assez coûteux. Donc, les levées de fonds sont évidemment indispensables, puisque les besoins en capitaux sont importants, mais c'est notamment le cas de cette entreprise North Power, rien n'empêche d'essayer de facturer avant l'arrivée du produit final. Dans le cas de cette société, le dirigeant a décidé de vendre sa propre expertise sous forme de consulting, sous forme de formation, et puis il a également essayé de développer un produit pour un marché plus simple, puisque certains marchés, notamment le marché des petits avions du type ULM, n'ont pas besoin de moteurs homologués. Et donc, c'est pour lui l'occasion de tester un marché en préparation du marché final qu'il vise à terme. Et donc, dans ce cas-là, on est plutôt dans une stratégie en fonctionnement en mode parallèle, puisqu'il s'est engagé dans une voie principale, qui est d'aboutir à son moteur pour les avions, mais il a développé une ou plusieurs alternatives pour y arriver. Alors, la réalité, c'est qu'évidemment, dans la vraie vie, on utilise et on mélange l'approche itérative et les approches parallèles, parce qu'évidemment, rien ne se passe comme je l'ai simplement simplifié ici. Voilà, donc on a parlé en fait de l'augmentation des leviers d'action, on a parlé de la stratégie d'exploration, et le dernier point à développer, c'est de mesurer l'ensemble des succès de l'innovation, et c'est probablement le plus important, en tout cas à mes yeux. Alors pour revenir à Magellan, donc lorsqu'on l'a quitté, il était en plein Pacifique en direction des îles aux épices. Alors très peu de temps après le passage du détroit, en fait, sa vie va s'arrêter lors d'un affrontement assez idiot entre les Espagnols et les indigènes. Quelques semaines seulement avant l'arrivée vers le lieu de tous ces efforts, les fameuses îles aux épices. Alors, l'expédition, ou plus exactement ce qu'il en reste, va néanmoins continuer sans lui et pratiquer le commerce avec beaucoup de réussite. Et le 6 septembre 1522, soit 3 ans après le départ, eh bien, 18 survivants seulement sur les 265 du départ rejoignent l'Andalousie et abordent d'un seul navire. Puisque les 3 autres ont été détruits,
où on fait demi-tour avant même le détroit de Magellan. Et puis le 4e bateau doit rester sur place pour réparation. Donc toute la question, c'est de savoir si cette expédition, c'est un succès. Alors je vais vous donner 3 indices qui peuvent nous aider à décider. C'est que le premier, c'est la réussite financière. Puisque le plus petit bateau, c'est le Victoria, réussit à rentrer en Espagne avec à son bord, ce que l'on dit, 26 tonnes d'épices. Et donc c'est un bénéfice net pour les armateurs qui remboursent tous les frais de départ et dégagent même des bénéfices. Donc c'est bien une première preuve du succès de cette expédition. Le deuxième point à considérer, ce sont les connaissances qui ont été développées par l'expédition, puisque ce voyage a fait progresser en fait beaucoup la géographie, et en fait beaucoup d'endroits par lesquels Magellan est passé ont été baptisés par ses soins. Alors, la baie de Rio de Janeiro, par exemple, elle porte ce nom parce qu'elle a été abordée le jour de la Saint-Jean. La Patagonie s'appelle ainsi parce que voilà, des fûts découverts, des zones de grande taille, et Patagonie signifie grand pied. Et puis l'océan Pacifique porte ce nom parce que lorsque la flotte y est entrée, eh bien, il n'y a pas eu un souffle de vent pendant très longtemps, ce qui a d'ailleurs provoqué des famines assez graves et la mort de plusieurs hommes sur les bateaux par manque de ressources. Donc on a parlé de la réussite financière, des connaissances qui ont été développées, et puis l'autre point, c'est l'impact du projet. Qu'est-ce qu'il a laissé à l'histoire ? Alors ce projet, et ça c'est évidemment un point important, il a réussi à démontrer que la Terre était ronde et qu'en allant toujours dans la même direction, on finit par revenir au point de départ. Donc ça c'était des intuitions que le monde avait, mais il en a apporté la preuve concrète. Et puis grâce à ce tour du monde, eh bien, on a eu une bien meilleure notion des dimensions de la Terre, des vraies dimensions de la Terre. L'autre point qu'il a apporté également à la communauté scientifique, c'est la notion de décalage horaire. Puisqu'ils se sont rendus compte, lorsqu'ils sont revenus 3 ans plus tard, en Espagne, qu'il y avait un décalage entre le journal de bord qui était tenu sur les bateaux et puis le calendrier qui existait à Terre. Et donc, voilà, pour évaluer le tour du monde de Magellan et puis pour évaluer un projet innovant d'une façon générale, vous l'avez compris, il faut parler des finances, du développement des connaissances et puis de l'impact du projet sur son environnement. Et en fait, cette question de l'évaluation de l'innovation est assez complexe pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que la plupart des innovations capotent, donc le taux d'échec est tout à fait important. Alors il y a plusieurs chiffres qui circulent, mais on est largement autour de 80% et même au-delà. Donc, clairement, la majorité des projets ne débouchent pas. Il faut parler d'échec, ça c'est une question. Hein. Thomas Edison disait « Notre plus grande faiblesse réside dans l'abandon ». Et la façon la plus sûre de réussir, c'est d'essayer une nouvelle fois, une autre fois. Et donc, pardon, je vais revenir sur le bon slide. Et donc, en innovation, il faut valoriser les apprentissages et les succès, et notamment grâce à des indicateurs. Et c'est notamment ce qu'a fait Rita McGrath, qui a étudié le cas Nokia. Et en fait, sa conclusion, c'est qu'un arrêt trop rapide d'un projet alors, peut être salutaire d'un point de vue financier, mais peut être préjudiciable pour la construction de nouvelles compétences et la construction de nouveaux savoir-faire. Et en fait, ce qu'elle conseille, c'est que face à un projet innovant, elle conseille de l'évaluer le plus complètement possible et de chercher, selon son expression, à extraire les pierres précieuses parmi les cendres. En fait, si on fait la synthèse de son papier, on peut retenir les 3 points suivants hein, lors de l'évaluation d'un projet innovant, c'est qu'il faut donc s'intéresser aux apprentissages, c'est-à-dire qu'est-ce que le projet, qu'est-ce que l'innovation a permis de créer comme nouveaux concepts créatifs, quelles sont les connaissances nouvelles également qui ont été développées. Alors, il peut s'agir de brevets, de licences ou bien d'informations de plein de sources, mais quels sont les apprentissages liés au projet. Et le deuxième point, c'est de se demander comment ces apprentissages, ces connaissances se sont transférés, alors soit au sein de l'entreprise, d'un projet à l'autre, soit au cours du même projet, lors d'une bifurcation, d'un pivot par exemple. Donc la question, c'est de savoir si ces connaissances se propagent au sein des équipes, est-ce qu'elles alimentent les réflexions créatives, est-ce qu'elles permettent de générer des idées de nouveaux produits à lancer. Il faut aussi voir les décisions que le projet permet de prendre. Est-ce que finalement l'entreprise va décider de prolonger le projet? Est-ce qu'elle va décider au contraire de l'arrêter? Est-ce qu'elle va l'intégrer à une activité existante ou pour enrichir cette activité? Ou bien est-ce qu'elle va en faire une activité à part, comme une spin-off? Et puis, dans cette partie de transfert des connaissances, il faut aussi se poser la question des résultats économiques. Quel est le
chiffre d'affaires qui a été produit, quels sont les fonds qui ont pu être levés, ou bien quels sont les emplois qui ont été créés. Donc, une fois qu'on a parlé des connaissances, du transfert de connaissances, on en arrive à ce point important de la notion d'impact du projet, et notamment aujourd'hui, puisqu'on est de plus en plus confronté à cette problématique du développement durable ou du tech for good. Et donc là, lorsqu'on se pose la question des impacts du projet, ce sont à la fois des impacts positifs et des impacts négatifs, on parle bien des effets sur l'environnement, sur la société ou auprès des clients, des utilisateurs. Et alors, 2 points à considérer lorsqu'on parle d'impact, c'est qu'il faut bien voir que les impacts sont mesurés certes par l'entreprise, mais aussi par l'ensemble des parties prenantes. L'écosystème, donc les utilisateurs, mais aussi les non-utilisateurs. Et puis, ça va se mesurer dans l'environnement proche, dans l'environnement immédiat, mais également dans un environnement beaucoup plus lointain. Il peut y avoir des effets bien au-delà des frontières du périmètre immédiat du projet. Et puis, les impacts se mesurent sur le temps long, puisqu'ils peuvent se révéler, peuvent émerger au bout d'un certain temps. Donc, vous l'avez compris, pour évaluer un projet innovant, il y a 3 points importants à prendre en compte, les apprentissages, le transfert des connaissances et puis l'impact du projet. Et pour faire le lien et pour parler de ce que j'ai vécu dans l'incubateur, en fait, je vais vous parler maintenant de Claudio Parinello, qui est un entrepreneur en série et qui a en fait lancé sa dernière entreprise chez Innojet. Donc, sa dernière entreprise, PlanetWatch, c'est une entreprise qui cherche à installer des capteurs pour mesurer la qualité de l'air. Et en fait, ce projet, c'est le fruit en fait, de plusieurs innovations qu'il a développées antérieurement au cours de sa carrière. Et en fait, en détail, sa solution se base sur 3 briques technologiques qui ont été développées par d'autres projets dans lesquels il était impliqué. Alors, une des briques, c'est l'Internet des objets. Et ça, c'est une compétence qu'il a développée puisqu'il a été un des premiers actionnaires de TerraView, une entreprise qui a développé des capteurs, notamment des capteurs de distance. Toute la brique autour du traitement des données, eh bien ça, il l'a acquis, développé de par son expérience, puisqu'il a passé plus de 10 ans au CERN. Et puis, la dernière composante, la blockchain, eh bien, il l'a développée au cours de son projet précédent, c'est pas Algorand, pardon, son dernier projet, mais ça a été développé par Algorand, mais ça, c'est un partenaire qu'il a rencontré lors de son dernier projet, qui était déjà dans le monde des crypto-monnaies. Donc, on le voit en fait, cette innovation, ce dernier projet, PlanetWatch, c'est le fruit de résultats antérieurs qui ont été patiemment amassés et puis qui un jour éventuellement vont se cristalliser. Et donc, c'est pour ça qu'il est important de mesurer les résultats obtenus par chacun des projets innovants, parce qu'on se rend compte que ce projet, ces apprentissages peuvent avoir des effets sur le long terme. Et donc, c'est pour cette raison qu'au sein de l'incubateur, j'avais mis en place des revues de projet. Alors, non pas pour établir les indicateurs classiques, la gestion de projet, coût, qualité, délai, mais plutôt pour inciter les créateurs d'entreprises à prendre conscience des différentes formes de réussite de leur projet tout au long de leur progression. En fait, moi, ce que je retiens de ces revues, c'est que ce type d'exercice d'évaluation de la réussite d'un projet, c'est que ça permet d'auditer le projet, de vérifier son homogénéité, de savoir éventuellement s'il y a des points à améliorer. Et typiquement, lorsqu'on est sur des projets technologiques, les porteurs de projets ont tendance à se focaliser sur la faisabilité, sur la performance, mais négligent tout le travail avec les utilisateurs et les clients. Et le fait de mener ce type d'évaluation permet de rééquilibrer les efforts et les priorités du projet. Le deuxième point, c'est que l'évaluation sert à prendre des décisions. Et évidemment, le faire sur la base de données chiffrées, de données factuelles, c'est quand même bien plus efficace et ça permet évidemment d'établir un constat qui puisse être partagé, discuté, et ça permet de tracer une feuille de route de façon beaucoup plus objective. Et puis le troisième point, qui est probablement le plus important, c'est qu'une évaluation d'une innovation, eh bien, ça permet de consolider les projets. Parce que la revue de projet, c'est une instance qui sert à construire du sens, qui sert à donner des perspectives et de la cohérence aux actions du quotidien. Et en fait, ce sont ces discussions entre membres de l'équipe projet, des discussions même musclées, qui vont permettre en fait, de mesurer le chemin parcouru et puis de décider des nouvelles voies à suivre. Voilà, donc Magellan nous a permis de découvrir les 3 secrets des explorateurs et des entrepreneurs.
si on devait les résumer, lors du démarrage d'un projet, il est important d'augmenter ses leviers d'action en mobilisant tous les moyens disponibles et toutes les ressources qui sont facilement accessibles. Puis, lorsqu'on est en plein cœur du projet, il faut disposer et se définir une stratégie d'exploration en essayant de gérer en parallèle des pistes différentes et puis d'approfondir certains sujets jusqu'à disposer d'un bon niveau de connaissance. Et puis, de mesurer, ça c'est le point important, c'est de le faire au fil de l'eau et pas à la fin de l'innovation, à la fin du projet, de mesurer au fil de l'eau l'avancement et les succès d'un projet innovant, et notamment son impact. Voilà, alors j'espère que ce retour d'expérience vous a permis en fait de percevoir un petit peu l'état d'esprit des entrepreneurs, d'envisager, d'aborder votre projet dans une logique d'exploration. Et ce que je vous propose, et là je fais le lien avec Henri, c'est voilà, de repenser au projet que vous aviez peut-être évoqué en début de présentation, et puis voilà, de profiter de ce projet-là pour soit poser quelques questions, on a encore quelques minutes avant que je ne conclue, ou bien peut-être de nous partager vos propres réflexions, apprentissages ou intérêts sur le sujet. Volontiers. Alors, la ligne est ouverte aux questions, bien volontiers, effectivement. Je voudrais juste dire que je te remercie Frédéric et je remercie tout autant aussi Yves, parce que vous avez quand même beaucoup de points en commun alors que vous travaillez chacun dans des domaines bien spécifiques. En tout cas, l'enthousiasme, la passion, enfin tout ce que vous avez amené ce soir est quelque chose d'assez communicatif. Je vois que Clio et Fabrice, ils sont prêts à partir travailler dans un laboratoire d'idées pour pouvoir justement profiter et puis donner des nombreuses idées aussi innovantes. Donc, il y a des gens qui s'inscrivent déjà, ce qui est bien. Et ouvrons la possibilité maintenant aux questions volontiers. Est-ce qu'il y a... Questions, réflexions, voilà, on a quelques minutes. Volontiers. Alors, je ne sais pas si c'est la durée du temps, enfin, je ne sais pas, je n'ai rien pour l'instant dans le questionnaire, dans la conversation. Soyez pas trop timide. On va laisser quelques secondes et puis on peut aussi se diriger vers ma conclusion et puis ouvrir le bal à des discussions plus larges entre nous. Il y a pas effectivement, on peut faire ça aussi, volontiers. Allons-y comme ça. Allez, les questions arriveront par la suite. Alors, voilà, alors je ne vais pas tout le relire, mais voilà finalement, sous forme synthétique, les points à retenir de ma présentation autour de ces trois axes. Augmenter les leviers d'action. Donc, pour ça, voilà, vous identifiez les moyens disponibles, vous fixez votre prochaine échéance, les pertes acceptables. Et puis, voilà, vous positionnez votre innovation en tenant compte des acteurs déjà en place et en essayant de trouver une place favorable à votre projet. Et puis, derrière la thématique de la stratégie d'exploration, ce qui est important, c'est d'avoir en parallèle ces deux possibilités, de travailler en parallèle ou bien d'approfondir certains sujets. Et puis, peut-être le point peut-être le plus nouveau pour vous, c'est de mesurer l'ensemble des succès de l'innovation et de le faire au fil de l'eau, tout au long de la progression de votre projet. Voilà, en synthèse, et puis pour vous permettre, vous, d'aller plus loin, quelques pistes. Alors, bien évidemment, vous l'avez compris, vous avez le site Innovecteur que j'anime depuis 2015 et qui vous permettra de trouver tout un tas de ressources en libre accès. Vous avez 140 billets déjà en ligne. Et puis, si vous préférez l'audio, il y a une dizaine de podcasts qui sont déjà disponibles, donc des entrepreneurs, des investisseurs, d'autres acteurs de l'innovation. Et puis, sachez également qu'un livre est en préparation sur le management responsable de l'innovation. Et puis, pour revenir aux trois auteurs en fait, que j'ai cités, eh bien, donc ils sont notés sur la droite. Vous avez donc le site Sylvain Lanf, sylvainlanf.fr. Sylvain Lanf traite, lui, plus particulièrement de la gestion des projets innovants et des problématiques d'exploration. Vous avez également le site effectuation.org qui, là, va vous fournir un grand nombre de ressources sur cette thématique-là et même pointer vers des livres et des ressources en français et en anglais. Et puis le site de Rita Magalop qui fournit des ressources plus générales sur le management stratégique de l'innovation. Et puis, bien entendu, le livre de Magellan, Stéphane Zweig. Alors, je vais essayer de vous le... Alors, moi, je l'ai en version de poche, voilà, mais il existe évidemment en version illustrée et sous tout un tas d'autres formats.
un livre que je vous recommande donc et pour les vacances et pour votre prochaine innovation. Merci.